Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un bonheur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Espace Miné. Une autre opportunité de marquer un arrêt majeur sur ce qui nous concerne. Et bien entendu, ce qui nous concerne en termes de thématique pour cette deuxième livraison, c'est l'immigration clandestine. Le constat s'impose de lui-même. Le phénomène reste constant et présent malgré les mesures gouvernementales prises pour endiguer ce phénomène. On va donc essayer de comprendre et surtout apporter des éléments de réponse pour remédier un tout petit peu, si on ne peut pas stopper totalement cette immigration, aider les uns et les autres à comprendre ce qu'il faut faire. Et bien sûr, on aura les arrêts obligatoires de ce programme comme à l'habitude. Notre revue de presse nous sera livrée encore cette matinée. Et bien sûr, la dénonciation restera une affaire de Bernard Bassong. Et pour échanger autour de ces sujets assez épineux, ils sont sélectionnés, j'y arrive comme à l'habitude. Et bien sûr, nous aurons donc sur ce plateau ceux que vous connaissez déjà. Je les retrouve toujours avec beaucoup de bonheur et beaucoup de sourires. Bernard Bassong, bonjour. Bonjour. Très élégant ce matin, j'aime. J'ai le droit de dire que j'aime ou bien non? Vous avez le droit, Rosalie. D'accord, je vous ai dit hier ce que vous avez oublié. Que vous êtes un sucre, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié, voilà, les bassins sont des sucres. Et j'aime consommer du sucre. Bonjour à Rosalie, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Alors, un bonjour particulier à la famille Toussi, du côté de Ngousso. Ah d'accord. Qui nous regarde certainement. Un bonjour spécial à Takam Toussi Loïc, qui est enseignant du côté de l'extrême nord de Marois, quelque chose comme ça, aux environs de Marois. Et merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, c'est le 28 mars, c'est la journée mondiale du Big Bang. Ouais. Vous savez, la fameuse théorie qui a été intuitivement pensée par le jésuite, le prêtre jésuite Lemaître, mais qui est également un grand scientifique. Et c'était un 28 mars 1949. Vous savez, ils sont nombreux à ne pas connaître le Big Bang. Hein. Bon, le Big Bang, c'est une théorie qui tente d'expliquer l'origine du monde à partir d'un feu d'artifice, l'atome primitif qui aurait émergé, bref, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un paradigme différent de la théorie créationniste issue du mouvement judéo-chrétien. Ouais. Donc aujourd'hui, quand même, puisque c'est un scientifique, il faut rendre hommage à la science, quelle qu'elle soit. Donc, on rend hommage au prêtre Lemaître et à toutes les personnes qui ont travaillé autour de la théorie du Big Bang. Vous savez généralement que lorsqu'on parle d'autres théories, pour les chrétiens, ça n'a pas d'importance. Hein. Ils aiment bien savoir que Jésus est le fils de l'autre, ainsi de suite. Donc, directement, cette journée a du mal justement à prospérer. On n'en parle pas beaucoup. Mais c'est un bonheur de me rendre compte que vous y avez pensé. Merci d'être là encore ce matin. Si vous le permettez, je vais accueillir donc mon deuxième sucre, puisque vous m'en avez donné 2 hier. Je vais donc dire bonjour à Pierre Blériot-Niemek, notre consultant attitré de ce programme qui devient, vous étiez tous témoins, mon deuxième sucre sur ce plateau. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour Rosalie et bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais dire un bonjour particulier à 2 téléspectateurs tout jeunes qui ont 1 an aujourd'hui. Ils vivent dans la ville de Bordeaux, en France. Ils s'appellent Onana Preston Myron et Onana Priel Chrisney. C'est 2 jumeaux, comme on dit vulgairement, 2 faux jumeaux, nés des parents Onana. Ils vivent à Bordeaux. Je leur souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Ils sont sûrement heureux ce matin. Prenez plaisir quand on a cet âge-là. Les enfants de mon cher très grand ami Onana Arthur Castille. Voilà, il vit à Bordeaux avec sa femme, qui est aussi une grande amie, Ngoyem Angèle, épouse Onana. J'allais déjà demander s'il est comme toi, dont à l'instant où tu as dit il vit avec sa femme à Bordeaux. Je retire ma question. Non, il vit avec sa femme à Bordeaux. C'est toujours prudent de vivre avec sa femme là où on est. D'accord. Très prudent. En tout cas, merci de revenir encore présent ce matin. Michel Romiade Teguia est avec nous. Il est entrepreneur et il a touché du doigt cette affaire d'immigration. Il sera un tout petit peu un invité témoin pour nous ce jour. Bonjour, monsieur Teguia, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Rosalie. Et bonjour, chaleureux, comme ça, tout le panel ici constitué. Je crois que nous serons à la hauteur des attentes. Et j'adresse mon bonjour ce matin à ma petite maman, maman Gemna Anne, qui est dans les champs actuellement à Korsamba.
Donc je lui souhaite bonjour car son anniversaire c'est demain. Ah d'accord. Détendez-vous, hein. On est ensemble. Non, ça va. Il n'y a pas d'inquiétude. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. D'accord, ça me rassure. Parce que je ne vous connais pas très timide. Je ne sais pas si c'est Blériot qui vous impressionne. Non, du tout. Donc ça va. Du tout. Ok. Juste qu'on soit un peu de convalescence, mais ça va. Non, ça va aller. On va dire également bonjour à Robert Alain Lipoti, un autre acteur de ce milieu de l'immigration, président de l'AREC. Vous allez sûrement dire en 2 mots ce que c'est. On sait que vous travaillez avec les rapatriés et autres qui sortent de ce genre de tourment. C'est un bonheur de vous avoir ce matin. Bienvenue, monsieur Lipoti. Merci infiniment, madame. Merci de l'invitation. Et je dis un chaleureux bonjour à toutes ces familles qui, depuis plusieurs années, sont toujours à l'attente de l'heure qui était partie depuis plusieurs années, dans l'espoir qu'un jour, le téléphone pourra crépir pour, n'est-ce pas, dire bonjour. Donc, elles sont comme ça, ces familles en attente depuis plusieurs années. Donc, c'est à eux, à elles, cette famille-là, que je dis bonjour. Et merci. Je pense qu'on pourra, à la mesure du possible, essayer de dire quelque chose pour essayer d'attirer l'attention de plus d'une personne encore. Pourquoi est-ce que vous êtes tous sous pression ce matin? Qu'est-ce que c'est passé? Je ressens la pression, je ne sais pas pourquoi vous êtes sous pression. Non, ça va aller. Ça va aller? Bref, il y a des jours comme ça. C'est pas la pression, mais pour moi, c'est plutôt le sujet que nous allons aborder. Qui vous tient tellement à cœur, comme vous êtes déjà dans le sujet, quoi. On le rappelle, vous êtes également écrivain. Tout à fait. Je suis, comme vous l'avez si bien indiqué, l'AREC. L'AREC, c'est Association des rapatriés et des luttes contre l'immigration clandestine du Cameroun, dont je suis le président, qui est ONG au Cameroun depuis le 5 septembre 2022. La toute première association formée des rapatriés au Cameroun. Donc, vous comprenez l'importance de votre présence sur ce plateau, donc je vous invite à vous détendre pour qu'ensemble on puisse éclairer la lanterne des millions de téléspectateurs de cette émission Espace Miné. Une fois que je l'ai dit, je rappelle qu'un code d'accès reste disponible pour toutes vos participations. Le 6 99 13 50 75. N'hésitez pas par SMS ou par WhatsApp. Ça également, je préfère insister dessus parce qu'il y en a qui prennent plaisir à nous envoyer, à nous faire des appels. Et c'est pas possible. Et parfois des appels vidéo. C'est pas ce que vous attendez lorsque vous le faites en pleine émission. Donc, je compte sur vous pour respecter le code SMS et WhatsApp à ce numéro. Notre plateforme également Facebook est disponible pour les amoureux des tabloïds. Peu importe votre position géographique au Cameroun et dans le monde, vous avez l'opportunité d'être connecté à Info Télévision. Une fois que je l'ai dit, on prend une transition et on retrouve Théophile Vianebia pour la revue de presse. Voilà, il est déjà bien installé sur le plateau. Bonjour Théophile. Merci, bonjour Rosalie, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs que je retrouve fièrement ce matin. C'est avec beaucoup de respect que je vais saluer les fidèles téléspectatrices. Je le sais, vous êtes connectés aux téléspectatrices. Oui. Je sens que vous avez très bien dormi. Ou je me trompe? On fait un effort de bien dormir. Je vous ai écouté ce matin, je vais vous dire quelque chose après. Pour l'instant, je vous laisse livrer la quintessence des tabloïds parus ce matin aux téléspectateurs d'Espace Miné. Deuxième arrêt, bien sûr, quand on parle de revue de presse. Exactement. Nous ouvrons dans cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV avec le journal de Dieudonné Mbeng. Il s'agit du journal Info Matin qui est en kiosque et qui s'intéresse donc au CJPS 2. Joseph Leprescrit, l'accélération des travaux. C'est la une de ce journal qui donne des précisions en page 3 en disant qu'après son lancement, il y a près d'1 an et demi, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, président du comité interministériel en charge de la concrétisation du nouveau système informatique de gestion intégrée des responsables de l'État et de la solde, l'a recommandé aux membres ce 27 mars à Yaoundé. Cette 6e session se tient en présence du coordinateur de la task force du projet, Cyril Edoualo, par ailleurs directeur général du budget au ministère des Finances. Le journal Info Matin revient donc sur cette rencontre en page 3. Au bas de une, on s'intéresse au Parlement. Niat et Kavaï rempile. C'est ce que nous dit le journal Info Matin. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont été réélus en session plénière ce 27 mars à Yaoundé. Même son de cloche pour Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui est disponible en kiosque et qui nous amène également du côté du Parlement. Niat et Kavaï reconduits. Les présidents sortants des deux chambres ont été réélus hier au cours des séances plénières au Sénat et à l'Assemblée nationale, en même temps que tous les autres membres
de leur bureau. Par ailleurs, Roger Melingi, député RDPC de la Mefou et Afamba, est le nouveau président du groupe parlementaire de cette formation politique à l'Assemblée nationale. Il remplace Jean-Bernard Ndongwe Somba, décédé. De la page 3 à la page 4, le journal Cameroun Tribune revient donc sur tous les mouvements observés du côté du Parlement, donc à la chambre haute et à la chambre basse. Parlement, on en parle également avec The Guardian Post Daily, qui nous fait savoir ce matin que Kava Yegui Djibril et Marcel Niat-Difendi ont été réélus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Le journal revient donc sur cette actualité ce matin et nous la livre en grande une. Perchoir du Parlement, toujours les mêmes. C'est la une du quotidien bilingue Émergence qui est en kiosque et qui reste également sur cette actualité traitée par pas mal de journaux ce matin. La Nouvelle Expression parle également de cette même affaire. Parlement, Biya reconduit les mêmes. Kava Yegui et Niat-Difendi sont restés visés sur leur fauteuil. Ninche dénonce la violation du règlement intérieur dans la composition du bureau de l'Assemblée. Le journal revient donc sur cette dénonciation de la page 2 à la page 3. Et si on prenait le journal Le Jour d'Aman Mana qui parle également de cette même actualité en pied de une, Parlement, Niat Djifendi et Kava Yegui reconduits. Ils ont été réélus respectueusement à la présidence du Sénat et à l'Assemblée nationale. En page 5, on revient dans cette actualité qui est présentée par le journal d'Aman Mana qui est en kiosque, le journal de Georges Alain Boyomo. Le quotidien Mutation parle également du Parlement et s'intéresse exclusivement à l'Assemblée nationale. L'opposition se bagarre. À l'origine, un poste de questeur qui aiguise les appétits du SDF et du PCRN. Le député Jean-Michel Ninche en embuscade. Le journal en parle en page 7. Le messager de feu Pius Ndiawe, ce journal qui est géré par Jean-François Chanon, parle également de l'Assemblée nationale. Cavaille ad vitam aeternam. Ninche crie au scandale. Et ce scandale est donc présenté ici en page 2 du journal Le Messager qui reste également sur l'actualité concernant le Parlement camerounais, plus précisément avec l'Assemblée nationale. Parlement, on en parle également avec le journal d'Angelbert Fomon. Il s'agit du journal Breaking News qui parle de confiance renouvelée. Kava Yegui Djibril reconduit à la tête de la chambre basse du Parlement, tout son bureau également. Marcel Niat-Difendi reconduit aussi à la tête de la chambre haute du Parlement. On en parle en page 3. Au bat 1, on nous fait savoir que Roger Melingi remplace Ndongwe Somba. C'est le journal Breaking News qui revient donc sur cette actualité en page 4. L'activateur s'intéresse à la Mefou et à Famba. Assemblée nationale, vive la Mefou et à Famba. L'honorable Laurentine Bédé, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, et l'honorable Roger Melingi depuis hier, président du groupe parlementaire du RDPC. La première vient de l'arrondissement de Soa dans la Mefou et à Famba Ouest et le second est originaire des Ceux dans la Mefou et à Famba Nord. Un très bon partage qui vient renforcer l'équilibre politique entre les Ben, Ewondo et Etenga du sud et les du nord de ce département. Entre-temps, le sénateur nommé reste attendu en fou. C'est ce que nous dit le journal L'Activateur en page 3. Prenons l'info à chaud. Le journal L'info à chaud reste dans cette élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur violé, c'est ce que nous dit ce journal en grande une. Pour l'honorable Jean-Michel Ninche, ex-cadre du SDF, ce qui s'est passé à l'hémicycle le 27 mars 2023 est un scandale qui restera dans les annales de l'histoire parlementaire du Cameroun. Cette réaction de Jean-Michel Ninche a été captée par le journal L'Info à chaud qui revient donc également sur cette actualité. Le quotidien de Jules Brice Ngaba n'a pas loupé l'actualité concernant le Parlement ce matin. En sommet de une, ce journal propose donc ce jour Parlement Niat Djifendi Kava Yegui toujours. C'est ce que nous dit ce journal qui en grande une nous amène du côté du Mayo Tsanaga, ce département qui est présenté dans ce journal avec cette association. L'ADMAT mise sur la paix et l'harmonie. Au cours de la 21e Assemblée générale de l'Association pour le développement du Mayo Tsanaga, les élites et forces vives ainsi que les ensembles des populations se sont accordés pour mettre en place des stratégies afin d'asseoir définitivement un mieux-être dans la localité. Le Pélican parle également de la démat 2023. On est plus fort ensemble. Toutes les forces vives du Mayo Tsanaga se sont retrouvées lors de la 21e Assemblée générale de l'Association pour le développement du Mayo Tsanaga en communion totale le samedi 24 mars 2023. C'était à Mokolo. D'après ce que nous dit le journal Le Pélican qui est disponible en kiosque. Le Tri-Hebdo le soir de feu Armand Bianda, dans son édition spéciale de ce jour, parle également de cette 21e Assemblée générale de l'ADEMAT. Manaouda Malachi, plus qu'un simple président d'honneur. Le journal revient donc sur cette rencontre. Kekem, on reste dans la célébration de l'an 38 du RDPC. Emmanuel Néossi donne un cachet particulier à la célébration de l'an 38 du RDPC. Le journal Le Soir présente l'actualité
côté en grande une. La République Presse nous amène du côté de Ndom et de Nyanong. Politique en 38 du RDPC à Ndom et Nyanong, l'art de la mobilisation. On revient donc sur cette mobilisation observé du côté de Ndom et Nyanon lors de la célébration de l'an 38 du RDPC. Le national parle également de cette célébration et nous amène du côté de Banganté. Politique, rassemblement et mobilisation sans aille derrière Paul Biya en 38 sur avec Cortés. On en parle avec le journal Le National. Média Action reste dans la région de l'Ouest et nous fait savoir que du côté de Mbouda, il y a également eu une forte mobilisation. L'an 38 du RDPC à Mbouda, le ministre Emmanuel Ngano Djoumessi exige dans une mobilisation tous azimuts pour une politique de cohésion, une victoire totale du président Paul Biya, candidat des Bamboutos en 2025. En 38 à Banganté, on en reparle avec le journal Génération Libre de François Fogno Foto qui revient également sur cette mobilisation historique autour de Ketia Cortés lors de cette célébration. Le médiateur info nous amène du côté de Tonga pour rester dans la région de l'Ouest. 38e anniversaire du RDPC, Tonga à 100% derrière Paul Biya en 2025. Le journal revient également sur cette célébration. Allons à présent du côté du Djaïlobo 1 avec le décret qui est en kiosque. Le journal de Freddy Onana parle également de cette célébration en 38 du RDPC, section RDPC, Djaïlobo 1 et Paul Biya. Un amour à vie. On revient sur cette célébration de ce côté. Toujours dans le Djaïlobo, mais du côté du Djaïlobo 3, le Crayon Info parle également de cette célébration et nous fait savoir que Moyome Sala, la section RDPC du Djaïlobo 3, dit merci à Paul Biya. Le président national du parti reçoit l'allégresse de ses militants de Moyome Sala pour son omniprésence caractérisée par l'écoute permanente. Ceci au cours d'une cérémonie âprement courue. Sénatoriale, on en reparle au bas une de ce journal avec Hervé Joël Mbita qui démontre, bien évidemment, qui fait donc une démonstration de force. Hervé Joël Mbita, une démonstration sans partage. Le président de la section RDPC Djaïlobo 4 donne un masterclass de démocratie dans sa localité. Le point Bihebdo parle de scène de pouvoir, opposition camerounaise, fantoche. On présente donc quelques partis politiques dans ce journal, le FSNC, le SDF, l'UNDP, le PCRN et le MRC. Elle est bien loin des années 90 où le Social Democratic Front donnait une réplique sérieuse aux partis au pouvoir. Aujourd'hui, truffée de roublards, plus préoccupée par des guerres de leadership, elle vient de subir une raclée mémorable et déshonorante lors des dernières élections sénatoriales. Va-t-on vers un retour au parti unique? Faits et méfaits présentés au journal Le Point Bihebdo qui est en kiosque. On présente Chantal Biya au journal La Primeur de l'Info Plus ce matin. Madame Chantal Biya, déjà 30 ans aux côtés de son illustre époux, une véritable fierté nationale. Qui dit mieux? S'interroge le journal La Primeur de l'Info Plus qui est en kiosque et qui nous fait savoir qu'alors qu'elle n'avait que 23 ans, le destin a voulu qu'un soir, Paul Biya pose les yeux sur cette beauté angélique, à nul autre pareil. On revient donc parler des 30 ans de Madame Chantal Biya passée aux côtés de son époux au journal Terre Promise Hebdo qui est en kiosque et qui nous parle donc des inondations ce matin. Le journal de Marc Omboui revient donc s'intéresser aux inondations avec le retour des pluies. La cote d'alerte est présentée au journal Terre Promise Hebdo en grande une. L'économie nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV et ce journal nous parle donc de la CEMAC. L'inflation va continuer de progresser en 2023. C'est ce que nous dit le journal L'économie de Thierry Ekouti qui précise que selon la Banque des États de l'Afrique centrale, elle pourra atteindre soit 6,4% à la fin de cette année, largement au-dessus de la norme communautaire de 3,0%. Des mesures d'atténuation prises par la Banque centrale à l'issue de la première session du comité de politique monétaire tenue hier, 27 mars 2023 à Yaoundé, sous la présidence d'Abbas Mahamat Toli. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de nous avoir regardés. Merci également à vous de nous avoir accordé cette tribune lors de cette émission pour donner la quintessence de l'actualité disponible en kiosque aux téléspectateurs. 4 pièces de 100 francs. 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et vous avez votre journal. Marque unique. Moi, tu me demandes pas de t'appeler... Bah oui, appelez-moi tout simplement TVB si vous le désirez. J'ai cru que c'est moi qui te poussais à ne plus le dire. Non, pas du tout. C'est juste que je pensais que j'ai pris un peu plus de votre temps avec les journaux qui sont disponibles. Non, rassurez-vous, vous êtes dans le timing. Ah, merci. Donc, vous savez que lorsqu'un homme est en face d'une femme assez belle, ravissante et séduisante, il perd les mots. Même toi?
J'ai dit un homme. Bon, d'accord. Je te le concède. Alors, Théophile, avant de te laisser filer, nous avons 2 arrêts majeurs ce soir à 19h et à 20h parlant de l'information. Qu'est-ce que les téléspectateurs d'Info Télévision doivent attendre? On va parler d'abandon de poste et nous irons du côté de Ndokbiang où nos équipes étaient sur le terrain pour constater que de ce côté, il y a des responsables qui ont abandonné leur poste de service. Je parle bien évidemment de la fonction publique. Lorsque vous allez du côté du CS qui est construit là-bas et qui est dans la broussaille, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, le directeur qui avait été nommé pour conduire à bien les activités de ce CS n'est pas en poste. Il se pourrait qu'il est dans un collège dans une grande ville du Cameroun. Et bien évidemment, on a également tout à côté le centre de santé qui n'a pas toujours son médecin qui a été, bien évidemment, qui est le directeur de ce centre de santé, mais qui n'y va presque pas. Et les populations sont en agonie du côté de Ndokbiang. On en parle aux 19h et aux 20h. Nos équipes ont réalisé un travail de titan pour déplorer le calvaire des populations du côté de Ndokbiang. La confirmation qu'Info Télévision est une télévision de proximité et qui veille sur le vivre ensemble des Camerounais. Merci. On se retrouvera avec le même bonheur demain. Avec le même plaisir. Pour une autre revue de presse. Je vous en prie. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Je me retourne tout de suite. Bon, je vais arrêter de l'appeler mon sucre parce qu'il risque de finir par s'énerver. Pierre Blériot-Onyémec, on a écouté la revue de presse ensemble. On se rend compte que l'actualité qui fait tabou plein radicalement, c'est Niat et Kavaye Yégué Djibril qui remplit la tête du Sénat et de l'Assemblée nationale au Cameroun. Oui, j'ai entendu dire dans les tabloïds que Biya maintient Niat et Kavaye. Ceux qui écrivent de telles choses doivent faire bien attention parce qu'ils disent par là qu'il n'y a pas séparation de pouvoir. Biya maintient, donc c'est Biya qui désigne les dirigeants du Parlement. Du coup, le pouvoir législatif qu'on croyait être indépendant ne l'est pas. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, quand même, c'est que c'est choquant. C'est choquant. La vieillesse est une bénédiction, il faut le reconnaître. Boudombende Bonam disent les doigts là, la vieillesse est une bénédiction, mais il y a vieillesse et vieillesse. Et puis, si on met trop long à la chasse, on commence à confondre les arbres avec les animaux. Ces 2 personnalités pour lesquelles j'ai un immense respect pour le service qu'elles ont rendu au Cameroun ne me semblent plus des personnes idoines. La langue de bois que pratiquent certains journalistes à l'affût de ci ou ça n'est pas correcte. Dire que le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est Kavaye, après plus de 40 ans, physiquement amorti. Bon, si on nous porte plainte au CNC, on va montrer que Kavaye est physiquement amorti. on va seulement le convoquer au CNC et voir qu'il est physiquement. On dire que le président Niat est diminué et grabataire, ce n'est pas une injure. C'est un constat. C'est un constat. Et pour les défis qui attendent le pays, cela nous semble un peu difficile. À moins de nous dire que ces gens sont des simples vernis. Vous voyez ce que... Vous les femmes, vous savez... Auparavant. Voilà. Non, vous dites, le vernis, on le met... Oui, et en fait, il ne sert pas à grand-chose. C'est ce qui est sous le vernis qu'on protège, en fait. Alors, si c'est le cas, on peut l'admettre. Le sommet de l'État... lui, il est dirigé par un homme qui a une très longue expérience du pouvoir, mais qui lui également montre des signes d'essoufflement. Donc, dans cette situation, il y a lieu de s'inquiéter. Surtout que nous allons vers des périodes transitoires. Il y a lieu de s'inquiéter sur la manière dont les anciens, si on dit les vieux, ils vont croire que... Non, appelons-les les vieux puisqu'ils sont vieux. La manière dont les vieux voudraient organiser la transition. Je veux croire que le Cameroun n'est pas un État sorcier, où les vieux en partant partent avec tout. J'ai vu aussi un activateur, permettez que je fasse une incursion sur, on l'appelle l'activateur, qui essayait de montrer que la Mofo Famba a partagé 2 postes importants, la doyenne de l'Assemblée nationale et le président du groupe parlementaire. Mais attendez, quelqu'un n'a pas rendu cette femme doyenne. Elle est doyenne de l'Assemblée nationale, n'est pas un titre. C'est son âge qui fait qu'elle soit la doyenne. Donc je ne sais pas en quoi la Mofo Famba a gagné quelque chose en ce qu'elle soit doyenne. Elle est la plus vieille des députés. Elle est la plus vieille des députés. Ouais. C'est tout, c'est pas un poste.
Donc, je dis vraiment, ce genre d'incongruité, on dit les deux postes de la MOF la doyenne. Est-ce que doyenne, c'est un poste? Non, vraiment, il faut être sérieux. Elle est la plus âgée de l'Assemblée nationale. On l'a reconnue à travers une sortie qui a été tonitruante récemment et appréciée. Voilà des choses qu'on peut nous dire. Mais la MOF se vanter d'avoir la doyenne, ce n'est pas bien. Donc, quand on a dit tout cela, on se dit que bon, les Camerounais sont là, ils peuvent juger par eux-mêmes. Monsieur Teguia, Niat et Kavaï, Niat, on rappelle, c'est la 3e fois, Kavaï Guy Dibril, ça fait 31 fois successivement qu'il est reconduit au perchoir de l'Assemblée nationale. Il le disait tout à l'heure, Blériot, et je fais le constat avec lui, presque inapte, même à s'exprimer, et c'est assez compliqué pour un peuple camerounais qui a quand même à 80% une jeunesse très vivante, d'avoir un président de l'Assemblée qui contraste radicalement avec la population. J'aurais bien voulu ne pas répondre à cette question, mais vraiment, le constat est là. Vous savez, quelque part, j'avais dit à certains amis que si le Sénat, comme on avait dit quelque part, qu'on avait partagé le Cameroun en morceaux et qu'on avait de la SNEC à un certain Obufogue, je m'excuse, et le Cameroun, M. Paul Biya. Il disait tantôt que si, quelque part, un ami, je lui disais un jour, qu'il savait que peut-être on a confié le Sénat au Baganti. Excusez-moi d'employer ce terme. Pourquoi je disais que si c'est vrai qu'on a confié le Sénat au Baganti, il savait que si c'est à la famille Niat particulièrement, ça veut dire que c'est assez idiot, parce que ça croit que Niat n'a pas formé un enfant capable de remplacer et que c'est à son âge qu'il pense qu'il peut encore travailler. C'est assez grotesque. Mais c'est le Cameroun, c'est comme ça que notre pays fonctionne. Dès lors que vous allez en parler, vous allez recevoir des pots de bananes par-ci, par-là, par des journalistes francs-tireurs et des activistes francs-tireurs. Mais le constat est là, elle est macabre. Nous sommes dirigés par des grabataires, nous sommes dirigés par des gens qui, à ma foi, n'ont plus besoin, ont droit au repos normal. Quand je vois mon papa est mort à 90 ans, pratiquement l'âge du président Biya, je l'ai assisté jusqu'à la fin de ses jours. Et quand je vois comment il réagissait, je doute fort qu'un papa de 89 ans, si c'est même encore, si c'est leur âge, parce qu'en fait, mon papa c'était un évêque. Quand nous comptabilisons, ça donnait 90 ans. Bon, si c'est vraiment... Il y a quelqu'un qui m'a dit sur un plateau, il y avait toujours 5 ans de plus, l'honorable Soman. À leur temps, il y avait toujours 5 ans de plus. Donc quand quelqu'un te dit 90 ans, tu ajoutes 5. C'est pour ça que je dis que si on s'en tient à l'âge que nous avions comptabilisé, mon papa est décédé à 90 ans. Et je me rappelle fort bien que mon papa pouvait m'appeler 5 fois en une journée pour me répéter la même chose. C'est-à-dire qu'il se rend par l'évidence qu'à 7 heures, il m'a dit quelque chose, mais à midi, il envoie ma grande soeur rapidement m'appeler, appelez-moi. Quand vous venez, il vous relate la même chose. Alors, si vous avez me dit qu'à 90 ans, au lieu de prendre un repos mérité, après avoir travaillé pratiquement pendant 60 ans, parce que la plupart d'entre ces messieurs sont arrivés aux emplois à 21, 22 ans maxi pour certains. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement 60 à 70 ans de haute administration. Vraiment, je peux dire que c'est, pour ne pas dire que c'est une corvée, mais vraiment, c'est assez lourd de voir qu'aujourd'hui, où 80, voire 75 à 80% de la société est constituée des jeunes et des jeunes intellectuels. Et qu'on se rend compte que nous pouvons être dirigés tous les jours par les papas qui sont supposés être dans les maisons de retraite. Parce que dans les pays sérieux, ils seraient dans les maisons de retraite et on verrait sur eux à chaque fois s'ils sont malades, si les petits-enfants viendront les rendre visite le week-end. Mais c'est eux qui doivent se lever le matin et réfléchir pour 50 millions de Camerounais. Bon Dieu, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Je vous renvoie également la lecture de cette actualité, Monsieur Lipoti. Nous avons nos 2 présidents pour 1 an encore. Bon, c'est vrai que le président Niat, c'est pour quelques jours. Mais il a quand même été réélu. En attendant que le prochain Sénat ne se mette en place et qu'on ait les 30 nommés qui déclenchent déjà la 3e guerre mondiale entre les partis de l'opposition pour gagner un petit siège dans cet effectif. Pour l'instant, nous avons nos 2 présidents. Oui, cette histoire, à mon humble avis, m'amène personnellement à croire que justement c'est ceux qui sont autour de ces personnalités-là, de ces hautes personnalités-là, qui, de mon point de vue, leur font croire qu'ils sont des dieux. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu qu'on ne peut pas remplacer.
Mais le fait qu'on a suivi un ministre, je pense, un ressortissant, je crois, de Bamboutous, qui anticipe même en annonçant que le président de la République actuel sera candidat en 2025. Vous voyez que... C'est de la provocation. Ces gens qui sont tout autour veulent nous faire croire que après ce genre, il n'y aura plus le Cameroun. Il n'y aura plus le Cameroun pratiquement. C'est ce que ce message veut dire. Je peux me tromper. Mais c'est ce que moi, j'essaie un peu de comprendre par ma modeste... Vous avez le droit d'avoir votre lecture. Entendement. Et qu'on nous dise, bien entendu, que ce pays est à plus de 50-60% formé des jeunes, et qu'on se retrouve dans ce genre de situation, vraiment, ça fait honte. Ça fait honte, ça fait peur en même temps. Parce qu'on risque de se retrouver dans une situation où, un matin, naturellement, la mort, c'est quelque chose qui doit arriver à tout le monde. S'il y a un examen où nous allons tous passer avec brio, avec mention excellente, parfaite, justement, c'est la mort. Ça, c'est sûr. Donc, un matin, on nous déclare que telle personnalité est partie. Il risque d'avoir un séisme dans l'esprit des gens. Il est parti, le Cameroun, c'est fini. Il n'y a plus personne pour faire quoi que ce soit. Or, c'est assez faux. Donc, moi, c'est ce message que je ressens. Et je trouve que ce n'est pas sérieux ce que toutes ces personnes font. Vous verrez qu'en 2025, bientôt les élections, les gens iront dans les villages raconter des histoires, si ça, autour du président, qui est. Oui, mais eux-mêmes sont quoi? Parce que moi, j'entends tout le temps, ils parlent du président, mais eux-mêmes, ils sont quoi? C'est ça qui m'embête. Le monsieur, le co-panéliste a évoqué la question de M. Tegia tantôt de son père qui était, oui, moi je suis également connu cette histoire avec maman qui est décédée à 80 ans, je crois 81 ans. Mais vous, 5 fois, c'était petit. Chaque fois que maman m'appelle, ou je vais chez mon frère la rendre visite, ben écoutez, c'était formidable. Il n'y avait rien de nouveau depuis au moins 5 ans. C'est les mêmes choses qu'elle me racontait, qu'elle revenait. Quelquefois, j'étais obligé de lui dire, maman, mais tu m'avais dit que, excuse-moi, Tom, tu sais que vraiment ça ne va plus, je suis déjà fatigué. Elle était consciente, mais à un moment donné, elle ne pouvait plus rien. Et qu'on nous dise que c'est ce personne de cet âge-là qui nous dirige, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Franchement. Sans vous accuser, c'est aussi de votre faute. Hein. C'est vous qui l'avez voté aussi. Donc, du coup, après, ne vous plaignez pas. On dit souvent... on dit souvent qu'un peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Rosalie, on ne peut pas avaler ça facilement. Parce que les élections au Cameroun, nous le savions tous, ça se fait de la manière dont nous connaissons tous. On n'a pas besoin de révéler quoi que ce soit. C'est connu de tout le monde. Nous savions... Je vais donc vous dire... On choisit son papier, on met. Et après, vous ne connaissez pas, je vais vous dire donc que ceux qui sont au pouvoir font tout et pour tout, pour gagner, pour se pérenniser, pour s'éterniser au pouvoir avec de l'argent qu'ils ont. Ils sont prêts à monnayer tout le monde pour voter. Ça, c'est connu de tout le monde. Il ne faut pas qu'on fasse dans la langue de bois. Et je suis d'accord, qu'on me tue après cette émission ou pas. Une chose est sûre, c'est que je vais mourir. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, sans pour autant se dire qu'on aura si on aura ça. Quoi qu'il arrive. Non, rassurez-vous, personne ne va vous tuer. Voilà. Aucune Prado ne vous attend. Je vais mourir, quoi qu'il arrive. C'est la personne qui va me tuer qui va porter et mes péchés avant mon moment et ses péchés, donc il sera dans la géhenne éternellement. Ça, c'est sûr. Donc, je n'ai pas peur du tout. J'ai dit ce que je pense. Je suis un électron libre qui dit ce qu'il pense. Tout simplement. Maman m'a dit souvent que Cabrimo n'a plus peur du couteau. Ah, Bénard. De toute façon, l'information, c'est que le Cameroun a encore pour un an son président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, qui malheureusement ne font pas l'unanimité, sauf au sein du RDPC, parce qu'ils sont en train de célébrer cette réélection. L'hypocrisie. C'est ce qui... non, c'est pas hypocrite. C'est ce qui m'intéresse davantage. C'est que les grilles de lecture sont assez protéiforme. Hein. Parce que sur le plan purement politique, comme je l'ai dit hier, c'est un satisfecit. Parce que la formation politique RDPC se satisfait naturellement de voir ses produits continuer de se maintenir dans un système dans lequel il continue, ce parti-là, d'être complètement dominant.
Donc sur le plan politique, ça se tient. La difficulté vient de ce que sur le plan social, on a l'impression que les politiques ne font pas tout pour que les personnes vivent dans de meilleures conditions sociales. Voilà le problème. Parce que la question de l'âge peut être relativement abordée en ceci que dans les temps anciens, on avait de très grandes chefferies ou des royaumes qui étaient gouvernés par des personnes d'un certain âge, mais qui étaient efficaces dans le mode de gestion. Donc l'âge, en substance, n'est pas le vrai problème. Vous savez également que dans la royauté, on a les notables, on a tout cela qui entoure le roi, qui ne réfléchit pas toujours tout seul et qui peut-être peut venir présider certaines grandes cérémonies, mais qui n'a pas l'obligation de trop penser aussi. Contrairement à une démocratie où on a un président de la République, on a un parlement où on a des responsabilités. Justement, le parlement n'est pas le PAN ou le président du Sénat. Non, le parlement... Eux, ils sont des représentants des vernis, des chambres. Alors, comme il le disait Blériot. Ils sont des représentants des chambres. Il y a des personnes... Ce sont des vernis. Il y a des personnes qui doivent travailler, mais qui ne travaillent pas efficacement. Ce que je veux dire, c'est que, même sur la question de la jeunesse, le Cameroun ne peut pas se fixer sur leur âge. Il y a une génération transitoire qui est arrivée, mais qui n'a pas été efficace. Aujourd'hui, prenons une lecture simple. Le ministre de la Santé, il n'est pas si vieux que ça. Le ministre des Transports n'est pas si vieux que ça. L'ancien Mindef, Mintransport, qui est aujourd'hui incarcéré, n'est pas si vieux que ça. Bon, il est déjà incarcéré. Oui. Ce que je veux dire, c'est que, madame, on se fixe beaucoup sur le chef de l'État et le PAN, et éventuellement ce président du Sénat, mais on oublie qu'il y a eu tout en bas une génération plus ou moins transitoire, mais qui n'a, elle, pas été efficace. C'est ce qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant n'est pas que M. Cavaille, M. Ignat ou M. Biya soient d'un certain âge. Ce qui est inquiétant, c'est que les personnes qui sont censées assurer la transition elles-mêmes semblent ne pas être suffisamment efficaces. Donc c'est vrai que les voir rempiler à la tête de l'AN et du Sénat peut être quand même assez gênant parce qu'on estime qu'il y a de nouvelles forces qui auraient pu émerger et prendre le relais. Mais substantiellement parlant, comme je dis, selon qu'on soit d'un bord politique ou d'un bord social, la lecture sera différente. Mais personnellement, puisque je suis de la société civile, entre guillemets, vous comprenez bien que je suis un peu dérangé de les voir empiler, parce que j'espérais qu'on ait des personnes plus vaillantes, plus requinquées, plus dynamiques, plus en même de répondre aux besoins directs des populations, parce que l'Assemblée nationale et le Sénat sont les chambres qui sont censées représenter les CPD. Vous avez dit qu'ils peuvent s'asseoir, les autres vont travailler. Pourquoi vous voulez encore avoir des personnes parce que le leader, en principe, doit dicter la conduite. On finit donc par se retrouver. Depuis le début, on se retrouve. J'ai eu une lecture politique et une lecture sociale. Et sur le plan politique, le fait qu'ils remplissent n'est pas un problème sur le plan politique pour les politiciens. Mais sur le plan social, avoir des dirigeants dynamiques, des leaders dynamiques, actifs, est toujours une plus-value. Et donc, puisque ils sont clairement moins actifs, moins dynamiques, forcément, c'est un problème. Que ça fasse problème. Vous voulez rajouter quelque chose? J'ai un petit souci avec l'argumentation de Bernard. Bernard veut simplement nous faire savoir que, de toutes les façons, les dirigeants au niveau n'ont pas, c'est pas eux le problème, mais c'est plutôt, je peux mal comprendre, mais je vais vous dire que les intermédiaires qui devaient les bousculer n'ont rien fait. Donc du coup, il faut souffrir de les avoir là. Oui, mais c'est ce que j'essaie de comprendre. Je reprécise ma pensée. Oui, allez-y. On ne peut pas avoir des leaders d'un certain âge dans un pays qui veut être émergent. On ne peut pas, parce qu'ils sont improductifs à terme. Maintenant, leur travail, c'est de construire une génération intermédiaire qui viendra les faire partir progressivement ou même brutalement, peu importe la méthode. Cette génération intermédiaire, elle aussi, n'a pas été efficace. Voilà. Donc j'accuse les deux castes. Les deux castes, à savoir celle qui est beaucoup plus âgée, en ceci que elle n'a pas su former celle transitoire. Et donc le Cameroun, la population transitoire n'est donc pas formée. Pourquoi voudrez-vous qu'elle soit efficace? Juste. Est-ce qu'on si on n'a pas formé pour remplacer mon père, je ne peux pas être il y a un problème, on ne forme personne. Il y a des gens qui sont là naturellement, qui peuvent travailler, mais on ne les permet pas de travailler. Ça, il faut dire les choses très clairement, monsieur Bassong. Il faut clairement dire les choses. Vous n'allez pas me dire que sur près de 35 millions de Camerounais, on ne trouve pas des personnes capables de travailler. Vous voulez nous faire savoir que, justement, eux en haut, c'est pas un souci. Mais comment un papa de cet âge va se retrouver en train de manager une équipe, tout un pays, à partir du moment où
l'âge, ça c'est quelque chose de naturel. Quelqu'un est incapable de s'exprimer. Et à un moment donné, écoutez un peu, je sors par là, on n'est pas dans un ping-pong. Oui. L'émotivité n'aide pas. Je dis bien, Ah, sur le plan politique. C'est ce que vous pensez. Sur le plan politique, ici, le RDPC peut se complaire. Je suis pas ça ne me concerne pas. Sur le plan social, on ne peut pas se complaire à deux niveaux. On ne peut pas être content à deux niveaux. D'abord parce qu'on a des personnes d'un certain âge qui gèrent et qui n'ont plus la force de gérer. C'est un problème. D'accord. Deuxièmement, des personnes qui étaient censées assurer la relève ne sont pas en train de l'assurer. C'est un deuxième problème. Du coup, la société reste en souffrance. Effectivement, c'est là où il y a le problème. Justement, c'est là où il y a le problème. S'il Vous vous ne plaît. pouvez pas affirmer cela que cette personnes qui sont intermédiaires ne sont pas capables. Dites que certaines, ou tout au moins ceux qui sont là. C'est ça que je suis en train de vous dire, que tout le Cameroun entier, vous ne pouvez pas nous expliquer qu'on ne peut pas trouver des personnes capables de gérer le Cameroun. Surtout que les deux sont. Voilà. Surtout que c'est. Voilà. On a verrouillé le système. Où À 60 ans, on vous dit d'attendre votre temps. Et ils ne font que ce que. Vous avez un monsieur de 60 ans qui ont dit attends ton tour. Ne nous expliquez pas ce qui. Celui qui vous dit attends ton tour était là à 28 ans. Mais vous avez 60 ans aujourd'hui, on estime que vous devez attendre votre tour. Mais quand vous accusez les jeunes des manières schématiques qui n'ont pas été bien formés pour prendre la relève, il faut déjà qu'on vous serre derrière la place. C'est ça le principe. Bon, mais si je peux dire quelque Bien chose. sûr, vous pouvez. J'observe que ceux qui sont coupables fuient leur culpabilité. Merci. Les coupables, c'est les jeunes. Merci, monsieur Niemek. Moi, j'étais ce week-end au village lors du congrès de mon clan. Et pour ceux qui assistent à mon clan, au congrès de mon clan et qui sont membres de mon clan, ils ont observé comment j'ai bousculé les vieux. J'ai même battu à l'élection un des vieux. Enfin, je lui ai cédé le siège pour qu'il ne soit pas couvert de honte. Et pendant qu'il dirigeait le présidium, je ne manquais pas de le tacler au point que tout le village demandait que l'enfant s'y cherche même. Voilà. Je les ai taclés jusqu'à la fin. Et beaucoup de jeunes avaient peur, comme nous pouvons l'observer. C'est la peur des jeunes qui maintient les vieux là. Vous ne pouvez pas être 80%, les gens sont 20%. Mais non, remarquez que, à moins que vous me disiez autre chose. Bon, si les vieux donc vous ont dominé au point que vous 80, vous ne pouvez rien leur faire, baissez-vous. Monsieur Yémen, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous devrez, ce que vous ne voulez pas dire, c'est que justement, au Cameroun, les gens veulent poser des actes. Mais quand vous allez, par exemple, revendiquer, on vous interpelle. Qui vous interpelle? Mais attendez. Qui vous interpelle? Tous les membres. Est-ce que vous comprenez même la question? Elle vient de vous répondre. Qui vous interpelle? Les jeunes. C'est les vieux qui vous interpellent? Les jeunes. Non. Qui vous interpelle? Le ministre de la Santé. Non, moi je le suis même. Qui vous interpelle? Non, c'est les transports. Nous sommes dans une situation, on dit qu'on est 80%. À l'Assemblée nationale, les députés RDPC jeunes sont plus nombreux que les vieux. Est-ce que parmi les députés RDPC, il n'y a pas un jeune qui puisse dire aux autres jeunes, votez-moi, même s'il y a donné quelqu'un aussi? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a d'abord, c'est comment on appelle ça au RDPC? La discipline du parti. Non, mais s'il marche dessus, il faut d'abord déverrouiller ce système. Non, la discipline ne déverrouille pas. S'il décide de marcher dessus, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Mais s'ils ne peuvent pas, qu'ils se taisent donc. Vous accusez. Vous vous dites que c'est là où nous en sommes. Ils ne peuvent pas. Est-ce qu'on est moyens? Non, ils ont besoin de quels moyens? Pouvoir faire quoi que ce soit. Ils ont besoin de quels moyens? Est-ce qu'il n'y a pas au Cameroun de ministres jeunes? Est-ce qu'il n'y en a pas? Relativement, il y en a. Pour le compte de qui? Non, bon, ça veut pas pour le compte de qui? Ailleurs, la jeunesse a dit non à la gérontocratie. Oui, et ça a marché. Oui, parce qu'au moins là-bas, on laisse les gens s'exprimer. On ne laisse jamais personne s'exprimer. Ce sont des renversements. On ne laisse jamais personne s'exprimer. C'est ce que je dis depuis. Je vous dis que nous allons nous exprimer. On ne vous laissera jamais. Vous pensez que quand j'étais dans mon village, on voulait que je m'exprime? Il y a même quelques personnes qui disaient qu'on va lui lancer le son et autres. On ne vous laissera jamais vous exprimer. Tant que vous avez absorbé la peur que les vieux ont instillée, même dans les villages. Vous voyez un chef qui n'est pas honnête et qu'on subit.
Mais vous êtes plus nombreux à subir quelqu'un. Vous avez intégré dans votre tête que vous ne pouvez rien faire. Les jeunes ont intégré qu'ils ne peuvent rien faire. S'ils bougent, les vieux vont les tuer. Bon, je disais que quand les jeunes ont peur d'être tués par les vieux, il faut que les jeunes traversent cette peur-là et renversent la tendance. Il faut que les vieux commencent à avoir peur d'être tués par les jeunes. Vous ne pensez pas que c'est bon comme ça? Que chaque vieux commence à avoir peur que les jeunes vont le tuer dans ce village. Pour le cas du Cameroun, ça va peut-être ça va être un peu compliqué, mais c'est la solution. Je veux dire, aujourd'hui, notre sort vis-à-vis des hauts dirigeants est plus ou moins scellé. Durant 50 ans, on a vu ce qu'ils ont fait. C'est clair. Sauf que des jeunes aujourd'hui sont en train progressivement d'émerger. Des directeurs et certains ministres plus ou moins jeunes. Ce sont eux qui ont pour mission en tant que leader de bousculer progressivement ces vieux vers la sortie de façon plus ou moins brutale. Aujourd'hui, si vous confiez un poste à un jeune, que ce soit à l'INAM ou à l'IRIC, peu importe, il prend d'abord 50 maîtresses. Il les met comme ses maîtresses. Il loue de grandes maisons aux petites filles. Et du coup, mais il se plaint des vieux. Donc le souci est qu'aujourd'hui, on a d'abord à reprendre conscience de ce qu'on a à faire. Insulter les vieux, on l'a fait depuis 30 ans. Ceux du système que vous appelez jeunes ne se plaignent même pas. Ça ne les regarde pas. Sauf qu'ils sont jeunes. D'accord. Vous devez inciter à ce que les choses changent. Vous vous plaignez des vieux. On sait que les vieux sont inclinés. On sait que les vieux sont tordus, ils sont improductifs. On le sait. Mais dans les plus jeunes qui émergent, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Chez vous, qu'est-ce que vous faites vous-même? C'est bien les a fait émerger et ils ne peuvent pas remettre en cause ce qui les ont fait émerger. Voilà, donc vous vous retrouvez au moins sous une réalité. C'est la jeunesse qui est divisée et qui a du mal à faire bloc pour bousculer un tout petit peu ce que vous appelez les vieux qui pour l'instant restent encore aux affaires. C'est une question de prise de conscience des uns et des autres, peut-être un appel à l'éveil des consciences pour pouvoir changer la donne. En attendant, on va devoir vivre avec cette réalité. Le président de l'Assemblée, c'est Kavaye Dibril, et puis le président du Sénat, c'est Marcel Nyat Difendi. On fait parler de personnes avant de prendre notre dénonciation de ce matin. Bonjour à tout le plateau, vous êtes charmant ce matin. Blériot, pas Pierrot. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? J'ai aussi ce prénom. Pierrot. Pierre. Pierre. D'accord. Je suppose que c'est Pierre qui a dit Pierrot. Elle t'appelle déjà doucement comme ça que Pierrot. Si c'est une femme, j'ai pas de problème. C'est une femme. Et elle demande ton numéro de téléphone. Suzanne depuis Eligsono. Elle dit Pierrot, c'est le meilleur. Tu as tout dit, mon Pierrot. Je peux avoir ton numéro après l'émission? Suzanne. C'est un sucre. Depuis Eligsono. Elle n'a même pas peur de moi. Elle me voit ici et elle demande ton numéro de téléphone. C'est grave. Bonjour à vous sur le plateau. Les affaires du pays ici nous dépassent comme beaucoup. Nous attendons seulement pour voir où on ira. C'est quand même extraordinaire que mes arrière-grands-parents nous font subir délibérément ces choses. Dites à monsieur Pierre Blériot-Niémé qu'il connaît sa chose. Si je pouvais le voir, je lui donnerais mon dernier 1000 francs CFA. Il est un pur produit des Bassa. Je me reconnais en lui. C'est Mbok depuis Fougerolles qui nous écrit bonjour le panel, beaucoup de courage à vous. Bonjour Rosalie, je suis content de voir Pierre, un homme direct qui est de l'avant, et courage à Bernard qui construit un peu du charisme en lui, qui construise un peu de charisme en lui, ça sera complet. Isaac depuis Marois qui nous écrit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes de numéros. Peut-être Pierre Blériot me dira après ce que je dois en faire. Bonjour à vous. Rosalie, je suis un homme public, mon numéro est public. D'accord. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale rendent compte au chef de l'État comme le serviteur rend compte à son maître. C'est Bertrand depuis Lembeyezoum qui nous écrit. Bonjour Rosalie, Blériot et Bernardo, attention à vous après le téléphone. Nous sommes avec vous. C'est Monaco depuis Kribi qui nous écrit ce matin. Bonjour le plateau, le président de la République est logique envers
lui-même. Il ne peut vouloir rester ad vitam aeternam au pouvoir seul. Ce serait suicidaire pour lui. Il est obligé de s'entourer de ceux-là qui sont sa caution du pouvoir politique. C'est Noah Bella qui nous écrit. Je suis désolé, je ne peux pas prendre tout le monde. Bonjour à vous. Vous pensez que si Biya meurt, Niat peut entrer à Etoudi? Je ne peux même pas faire 10, il ne peut même pas faire 10 secondes à Etoudi. Nous, on les regarde seulement pour l'instant, mais un jour, Alain, depuis Essos, on va aller au Burkina Faso. Ouais, madame, quelle beauté. Votre couturier ou couturière est à féliciter vraiment. Voilà le fort des Camerounais. Trop de bavardage sans action véritable. Merci Niemek pour votre analyse. Voilà un pays où les populations ont peur des gouvernants. Je vous assure, si on met les mêmes dirigeants du Cameroun dans un autre pays, 6 mois c'est trop, ils seront balayés. Paul depuis Ouaga qui nous écrit. Félicitations madame pour cette belle émission. Je vous prie de dire à monsieur Basson que pendant qu'il condamne assis sur son fauteuil ses grands-parents et ses aînés de Gabéji et des libidineux à 50 femmes des jeunes Bamileke et surtout Bassa comme lui sont en train de créer sans parrainage des PME et des plantations. C'est monsieur Ngwa qui nous le dit. Pierre, tu es le meilleur. Pose ta candidature et je te suivrai haut la main, partout où. Il faut te lancer, hein? Tu auras des votants sortis de partout. Bonjour à vous, bonjour particulier au grand frère Plébiro. Une salutation à Bernardo. Ses analyses sont toujours un pur régal pour moi. Les plus chanceux finiront fous dans ce pays. Ronel, depuis 10e en Kouaban. Je ne comprends pas pourquoi il trouve que les plus chanceux finiront fous dans ce pays. Que si tu veux comprendre le Cameroun, c'est que toi-même tu cherches la folie. On va un peu laisser nos amis de WhatsApp. Hein. Vous êtes très nombreux. Il faut qu'on fasse un clin d'œil à ceux par message pour qu'il y ait un peu équilibre. On prend juste 3. Vraiment, 3 ou 5. Je ne peux pas aller plus loin. Bonjour. Maman, Rosalie et à tous vos invités. Le Cameroun est dirigé par une minorité de personnes et c'est très décevant pour nous car ça, on ne sera jamais émergent. Mon grand-père a le même âge que notre président. Il marche déjà avec la canne. Moi, je suis dépassé que notre président est encore debout. Le président de l'Assemblée nationale, même lire une seule phrase prend 10 minutes. Nous, on a fréquenté seulement un jour. On sera aussi comme eux. Ulrich, depuis Messassi. Bonjour, Rosalie. Ça fait trop sérieux et du coup, c'est pas drôle. Ces gens, ils dérangent. Bonjour aux panélistes. Ouais, parfait. Ici, le sac de modérateur est appelé à des responsabilités familiales. Il avait annoncé ici, je crois, qu'il avait perdu sa génitrice et les obsèques sont imminents. Donc, il s'en occupe. Et lorsque ce sera fait, bien sûr, il reviendra partager ces moments avec vous. Lui et son consultant Niemek forment un duo que j'aime bien. Bonjour, je complétais son message. Bonjour Rosalie, pardon, j'ai besoin du téléphone de Basson. J'ai des dénonciations à faire. Voilà, vous aurez le téléphone en off, hein, sauf si le même décide de donner à haute voix sur le plateau et assumer le reste. Parce que moi, je ne répondrai pas de ce qui va se passer par la suite et dans les chambres et dans les maisons. Donc, maintenant, pour ceux qui demandent, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Vous dites à haute voix ou on se donne en off? Bon, mon numéro, hein, c'est le 697 59 78 82. 697 59 78 82. Tu fais le même exercice? Non. Non, d'accord. Voilà un gassage. Bon, c'est vrai qu'il est polygame. C'est la Sainte Trinité, madame, président, Sénat, Assemblée nationale, décroulant. Et le plus embêtant, c'est de trouver des jeunes, je présume, qui sont sur votre plateau et qui trouvent que c'est normal. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et moi, j'en profite pour m'arrêter et demander une autre transition pour qu'on puisse passer à notre dénonciation ce matin. Vous êtes toujours sur Info Télévision, c'est le moment de la dénonciation. Et c'est une affaire de Bernard Basson ce matin. Qu'est-ce qu'on dénonce, Bernard? Aujourd'hui, on dénonce
une situation qui devient de plus en plus régulière dans nos villes et dans les grandes villes surtout. C'est les constructions dans les endroits marécageux. Aujourd'hui, on constate que des personnes, parfois par manque de moyens financiers, se retrouvent en train d'investir dans les zones marécageuses, ne prenant pas suffisamment de soins pour préparer la terre qui va accueillir la maison. Et puis après, on a généralement des éboulements de terrain, on a des espaces qui croulent, on a des maisons qui s'affaissent et donc des personnes qui décèdent. Aujourd'hui, donc, il est important pour non seulement les pouvoirs publics, mais aussi pour les citoyens, de bien comprendre que la sécurité, elle, n'a pas de prix. Et que construire dans des zones aussi dangereuses devient un problème à terme. Donc, il est important de dénoncer cela afin que les chefs chantiers, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent dans le génie civil puissent informer les citoyens de ce que les zones assez spécifiquement déterminées sont à risque, qu'il ne faudrait pas y investir, quelle que soit la pauvreté, parce qu'il est plus important d'être vivant pauvre que mort, même si certains diront non. Peut-être parfois on est tellement pauvre qu'il faudrait bien mourir. Je dénonce surtout les constructions dans des zones marécageuses qui à terme peuvent créer d'énormes dégâts dans nos cités. Merci. Bernard Basson dénonce donc ce matin, Monsieur Lipoti, les personnes qui partent construire dans des marécages. On le sait quand même qu'officiellement, c'est pas permis. Hein, on n'est même pas censé vendre les marécages. Et pourtant, nous avons des personnes qui réussissent à monter même des immeubles dans les marécages. Et bonjour les conséquences lorsqu'il y a affaissement ou éboulement ou bien sûr autre catastrophe. On commence à crier au gouvernement pour trouver souvent des solutions. Peut-être il est temps également de leur dire la vérité en face. Oui, ben, je pense que moi je considère le gouvernement comme le régulateur. Donc laisser les gens construire dans des zones aussi dangereuses et puis à un moment donné les conséquences arrivent. Je pense qu'une fois encore le gouvernement qui est le père de tout le monde devrait prendre ses responsabilités. Parce qu'on ne devait même pas laisser les gens commencer. Il y a des équipes, je pense, du ministère de l'urbanisme et aussi les municipalités. Pourquoi on laisse les gens construire? Pourquoi on laisse que les gens commencent? Mais aller dans tous les bas-fonds, c'est récurrent. Il y a des maisons partout et sans dire rien à personne. Et vous allez entendre que telle municipalité est la meilleure du Cameroun. Alors il y a des bas-fonds partout, il n'y a pas de route. J'habite dans un quartier qu'on appelle Ngousso. À partir de l'Ikdjoa jusqu'à pratiquement Total Ngousso, il n'y a pas de route normale qui entre de ce côté pour ressortir ailleurs. Alors, comment vous expliquez ça? Et on vous dit que c'est la meilleure mairie du Cameroun. Et puis, ça passe, ça ne dit rien à personne. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser les gens commencer. Il faut détruire tout ça. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir une maison. Ok? Si vous n'avez pas de maison, vous pouvez louer dans un endroit où déjà votre santé et celle des enfants est plus ou moins acquise, on peut dire. Donc, il ne faut pas. Moi, si j'étais le maire ou le ministre en charge de cette question-là, je devais détruire tout ça. Donc, pour vous, on doit même les détruire. Il faut détruire tout ça parce que ça ne sert à rien. Les gens qui habitent dans ce genre d'endroit ne peuvent même pas être en santé. Des enfants tout le temps avec le palu. Moi, je me demande même parfois, vous passez dans ce genre d'endroit, tellement les mauvaises odeurs peuvent vous tuer. Et les gens y vivent quand même. On devait détruire tout ça. Ça, c'est mon avis. C'est assez complexe. Mais bon, moi, je pense que c'est le laxisme de l'État qui nous amène à ça. Ça y va des constructions dans les zones marécageuses comme la construction anarchique dans l'étendue du territoire. Parce que nous sommes dans un pays où les dirigeants ne sont pas préoccupés par le devenir de leurs concitoyens. Quand tu peux acheter ton terrain pour construire ta maison, tu ne peux pas prendre le permis des bâtis. À quel niveau le gouvernement est même censé savoir que tu es dans un marécage quelque part? La réalité, c'est que certains ont le permis des bâtis. Posez-vous donc la bonne question, comment ils font pour les avoir? Parce qu'en principe, moi, je suis dans un quartier où je vois tous les jours circuler les agents de la mairie. Dès qu'on mettait un papier, vous les voyez sortir, vous ne savez pas qui les a informés. C'est la même chose même dans les zones marécageuses. Dès que vous commencez à bâtir, ils viennent. Dès qu'ils arrivent là, vous êtes de 20 000, 10 000, ils partent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun, à tous les niveaux. Donc, je disais tantôt que ça y va de soi pour des zones marécageuses, comme dans sur toute l'étendue du territoire. Vous prenez un exemple simple. J'ai acheté un terrain dans une banlieue de Yaoundé qu'on appelle généralement Monti.
Bon, du côté dans l'arrondissement de Kola Famba, quelque chose comme ça. Donc, tu as acheté le terrain à Kola Famba. Bon, j'ai le terrain là-bas. Département d'Amefoua Famba. Quelque chose comme ça. Alors, vous vous rendez compte, à l'époque, j'étais pratiquement dans la zone, nous n'étions pas 10. Aujourd'hui, c'est une zone assez saturée. Le drame, ce que je vais évoquer, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens sont en train de construire. L'État n'intervient pas. Et vous verrez demain, dans 20 ans, quand les gens sont bien installés, l'État viendra casser Paul pour remplacer Pierre. Sur le falaise prétexte qu'il n'y a pas l'urbanisation et anarchie et tout et consort. Donc, c'est des choses qu'on peut prévenir. Si on fait un plan d'urbanisation, on peut dire que ça, c'est une zone déclarée, une zone verte, n'est pas construite. Vous ne verrez personne. Ces propriétaires terriens, ces vendeurs de terrain qui les vendent, on sait qui a vendu le terrain à qui. Et on vend à des prix dérisoires, 1000 francs le mètre carré, 1500 le mètre carré. Et vous savez, à un moment donné, il y a certains qui arrivent, ils ne savent même pas que c'est une zone marécageuse. Par exemple, j'ai une tante à moi qui a acheté près de 1000 mètres carrés dans une zone marécageuse. Le jour qu'elle s'est aperçue qu'il y avait de l'eau, elle a abandonné le terrain. Jusqu'à un jour, on vient lui dire qu'il y a quelqu'un qui a déconstruit son terrain, elle a encore couru. Donc, il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'État ne fait rien pour viabiliser les zones vertes. Vous comprenez? Parce qu'en principe, les zones vertes sont réservées pour les travaux de génie civil. Donc, des travaux assez consistants. Mais quand quelqu'un finit de vendre le terrain, il avait des bons terrains, il a fini de vendre, il a peut-être usé tout l'argent et qu'il reste, il n'a plus rien, et il a quelques bas-fonds. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir une maison à Yaoundé. Donc, quand il te dit que j'ai mon terrain là, je t'ai fait à 1000 francs le mètre carré, il y a certains qui sautent sur ça. Et c'est quand la catastrophe arrive qu'on commence à crier, oh, l'État est monté, oh, l'État est descendu. Mais en somme, il fallait que l'État apprenne à régulariser très tôt. Ça veut dire que quand on constate qu'il y a une zone où les gens peuvent occuper de manière anarchique, on met même une simple plaque, zone non habitable. Mais vous n'en trouverez pas dans Yaoundé. On ne peut pas seulement arriver quand les gens sont à investir, à construire là, peut-être quelqu'un fait toutes les économies pour investir sur un terrain du jour au lendemain, peut-être après 20 ans, peut-être dans la retraite, vous venez casser. C'est créer un autre problème là où il y a sur d'autres problèmes. C'est une affaire qu'on aurait pu régler dès le départ, puisqu'on connaît toutes les zones vertes à Yaoundé. Pierre Derio, Niemek. Non. La première chose, c'est que les CTD, qu'on appelle de tous nos voeux, qui sont aujourd'hui de simples mairies, sont dirigés pour la plupart par des gens qui en temps normal ne devaient même pas être chefs de bloc. C'est-à-dire que les maires de nos villes, pour la plupart, ne devaient même pas, dans une situation normale, ne méritent même pas d'être chef de bloc. Pourquoi je le dis? Un maire, ce n'est pas quelqu'un qui est dans sa grande tour enfermé là-bas, qui signe les actes de mariage, les actes de décès et tout le reste. Vous avez donné des postes aux gens qui n'en savent rien. Un maire, ça fait le tour de la ville. Un maire, ça sécurise la ville. Un maire, ça maîtrise le territoire. Ça, c'est la première chose. Alors, si on vous dit qu'il est le maire de telle zone, personne ne l'a jamais vu. D'ailleurs, tout le monde est tellement bien au poste, tout le monde est tellement présidentiel que quand vous arrivez dans une mairie, le maire est là et il a 6 adjoints ou 7. Et alors lui, il est un dieu qu'on ne peut même pas voir. Il est là pour les dossiers en centaines de millions et en milliards. Et puis ses adjoints sont répartis. Non. Si vous n'êtes pas apte à travailler pour les communes, pour les populations à la base, vous ne devenez pas maire. Le maire, ce n'est pas un grand type qui a souvent les costumes. Le maire, c'est quelqu'un qui porte des habits simples et qui marche. Ailleurs, c'est comme ça. Mais vous avez tout transformé. Donc, première chose. Deuxième chose, contrairement à l'idée principale de la dénonciation, on construit sur les zones marécageuses. Partout ailleurs. Qui construit sur les zones marécageuses? Les riches. Les riches, parce que les constructions sur les zones marécageuses nécessitent un gros investissement. Il y a quelques riches qui ont compris cela. Mais malheureusement, le contrat social est mauvais au Cameroun. On donne aux riches la place des pauvres, les bonnes places, et on donne aux pauvres les places des riches. Dans une société bien organisée, qui a une éthique de société, on privilégie les pauvres. C'est à eux qu'on donne, et ça s'appelle dans le droit foncier les terrains domaniaux. Le domaine de l'État qui est bien défini doit être dirigé prioritairement vers les couches sociales défavorisées. Au Cameroun, même quand on construit les sites, comment vous appelez ça, les logements sociaux, c'est encore les riches qui partent louer là-bas. C'est ça.
Les pauvres cherchent l'allocation chez des particuliers. Vous voyez tout ce renversement. Et les riches n'ont pas honte de garer des grosses voitures de 80 millions devant des logements sociaux. Voilà l'aberration d'un État qui n'a pas un système social bien défini. On dit que pour louer dans un logement social, il faut prévoir 27 000. Le SMIC vient de passer à 41 000. Ça veut dire que c'est même le pauvre qui doit être là-bas. Vous verrez là-bas tous les gars de la GPU, j'ai entendu tout ceci, les ministres envoient leurs copines, ainsi de suite. Voilà comment vous avez organisé cette affaire. Donc revenons au niveau de la sociabilité de l'homme. C'est le préfet qui attribue les mises en valeur de ce genre de zone. Mais il ne les attribue pas à tête chercheuse. Il faut montrer un projet structurant. Il faut en avoir les moyens. L'étude de faisabilité doit être faite en amont. Et le reste, c'est les espaces verts, comme vous avez dit. Au Cameroun, on a cassé les gens, c'était un tabac. Un tabac, Élie Douala. Au tabac, Élie Douala. Aujourd'hui, c'est devenu un dépotoir de braqueurs, tout ce que vous pouvez imaginer. On a abandonné la zone. Nous ne pensons pas l'État. Et puis, je reviens à mon idée de départ. Un pauvre qui estime qu'il doit mettre sa vie en péril, parce que l'État n'est pas là. Chacun a sa mort. Chez nous, les Russes, nous disons ceux dont le destin est d'être pendu ne se noient pas. Donc, si votre destin est d'être englouti, parce qu'il y a des gens qui donnent l'impression d'être des vampires. Des vampires. Vous allez à, comment on appelle la colline là? Bankolo. Vous voyez les vampires qui ont installé leur famille sous les décombres. Sous les roches. Vous voyez, on les appelle les vampires. Il faut appeler ces familles les pères ce sont des vampires. Il ne faut pas dire ça autrement. Parce que vous dormez et vous sentez qu'à tout moment vous allez être englouti. Je ne sais pas si on leur a demandé leurs enfants dans des choses bizarres. Il n'y a pas d'état là-dedans. Le ministre de l'administration territoriale était dernièrement dans une zone à Emombo. Mais vous voyez comment les premières maisons ont déjà été englouties. Et les populations qui sont encore plus bas fond vous disent que non, on est ici depuis des années. Si tu es mon père, je t'appelle papa vampire. Parce qu'en fait, ça c'est de la sorcellerie. Le père a vendu ses enfants, il a vendu ses femmes. On ne peut pas comprendre. Ça va s'écrouler. Oui, vous allez mourir. Il faut détruire tout ça. Bon, maintenant, l'État qui est en train de tout politiser, quand le ministre arrive, lui qui a souvent les serpents affamés, au lieu d'envoyer les serpents affamés directement, enlever ses parents de là, il commence aussi à dire au gouverneur, il faut que les populations, il avait quelques maires qui secouent les têtes. Non! Il faut détruire. Vous partez de là immédiatement pour sauver ses enfants. Il faut détruire tout ça. On fait le bien à un homme contre sa propre volonté. Oui. Quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour lui, on lui dit voici ce qui est bien pour toi. On fait ça pour lui. Vous sauvez donc les enfants, vous les faites sortir avec les parents, vous les enlevez de là. Mais là, il y a un autre problème social. Le recas. Non, il y a où les amener. Madame Rosalie, plein de structures d'État sont à l'abandon. On parlait de ça hier. L'État est une chaîne. Les gens ne comprennent pas parce que chacun est dans sa tour d'ivoire. Ils disent que bon, ici, quand tu dis même aux gens qu'on peut faire ceci, il y a plein de bâtiments de l'État qu'on peut rénover. L'État doit accompagner les populations. Ce n'est pas de la part. C'est le rôle de l'État. C'est pour cela que nous avons abandonné notre pouvoir entre les mains de quelques-uns. Ce que je dis d'enlever là, ce n'est pas pour aller les jeter. On peut attaquer tout le système jusqu'aux hôpitaux. Vous voyez un enfant qu'on a confisqué à l'hôpital parce que la mère ne peut pas payer les soins médicaux. Alors que les gens ont détourné des... Non, mais on est même dans quel état? On confisque un bébé. Moi, c'est sur la maman. Je vous laisse avec le bébé. Le jour où il va grandir, on vient le reprendre. Ah oui, vous riez, mais c'est non, mais c'est pas sérieux. Un État qui n'a pas un aspect social marqué. Dans les lycées, les riches ont confisqué le lycée général Leclerc. Allez maintenant au lycée. C'est les fils de... Bon, qui va aller dans les collèges privés où on doit payer les centaines de mille? Quand vous voulez faire inscrire votre enfant maintenant au lycée général Leclerc, c'est le lycée des riches. Les lycées, c'est pour les enfants des moins nantis. Vous les riches là, faites en sorte que les collèges privés et autres fonctionnent bien, les collèges confessionnels. C'est ce qui se passait. On vous a donné l'argent du beurre, on vous a donné le beurre, mais vous avez aussi arraché c'est quand même, c'est pas sérieux. C'est comme si on vous a demandé le sang des Camerounais quelque part. Enlevez les gens des bas-fonds, les pauvres, enlevez-les, relogez-les, recasez-les et faites du social.
Benaba Song, tu as ouvert cette dénonciation ce matin, tu la clôtures, même si avec plein de même quand c'est hyper sérieux, on a du mal à garder son sérieux. Donc c'est le papa vampire qui va te construire sous les roches. Non, en somme, c'est qui j'ai eu vérité. Non, c'est clair, il dit exactement. J'ai une famille justement qui est dans cette posture. C'est ceux qui sont morts de rire ce matin. Ouais, non, il a un sens de l'humour qui est très prononcé. Ça participe de son charme et de sa grandeur. Mais dans ma dénonciation, il n'a pas compris justement l'endroit là où j'ai justement évoqué qu'il fallait avoir les moyens de construire sur une zone marécageuse. Il n'a pas compris. Mais je voulais justement préciser qu'aujourd'hui au Cameroun, ce sont les personnes les moins nantis, du fait de la pauvreté ambiante, qui construisent dans les zones marécageuses. Et cela, ou du moins le problème repose sur deux principaux facteurs. Le premier facteur, c'est l'absence de projet social. Et quand on parle de projet social au Cameroun, on parle de la santé, de l'éducation, de la nutrition et du logement. Donc, au Cameroun, on a l'impression que le projet social n'existe pas. Et donc, vous allez constater que le système de santé, le système éducatif, le système de logement et autres sont des systèmes qui ne répondent pas aux besoins des populations. Deuxième problème, et pour moi le plus important, est celui des citoyens eux-mêmes. Et là, je le rejoins fondamentalement. Parce que des personnes ont parfois les moyens même d'aller ailleurs. Ou alors des moyens de se constituer à partir de leur portefeuille. Mais il y en a qui insistent à vouloir aller dans des zones en estimant que c'est Dieu qui protège l'homme. Certains vous diront même que ne te soucie pas de ce que tu mangeras demain. Si Dieu nourrit les oiseaux au ciel, à plus forte raison les humains sur la terre. Donc il y a des âneries comme ça qui sont pondues par certaines personnes qui prennent le risque d'aller dans des zones dangereuses et qui après se retrouvent être endeuillées. Mais surtout, moi je voudrais interpeller ici les autorités administratives en ceci qu'il est de leur responsabilité de veiller. Tout à l'heure avec Sunyemek, quand on venait le matin, parce que je suis dans sa voiture, je lui précisais qu'il y a des personnes qu'il faut protéger parfois contre elles-mêmes. Donc il y a des personnes qui sont dangereuses même pour... Il y en a qui s'auto-empoisonnent parce qu'elles consomment, etc. Donc il y a des personnes qu'il faut protéger contre elles-mêmes parfois au prix de la violence. Et le dernier élément, c'est que la nature, elle, quand on la force, elle reprend ses droits. Dans l'écosystème naturel ambiant, c'est l'homme qui est intrus, c'est pas le contraire. Si la nature est détruite complètement, l'homme ne vit pas. Tandis que si l'homme s'en va, la nature reprend ses droits. Les passages qui sont prévus pour l'eau ne doivent pas être complètement obstrués. Parce que l'eau est naturelle. Si vous les obstruez sur 5, 10, 15, 20, 50 ans, tôt ou tard, la nature reprendra ses droits. Donc ces gens, même ceux qui construisent sur les zones marécageuses en estimant qu'ils mettent beaucoup de moyens, beaucoup de fonds, c'est pour 50 ou 100 ans. Aujourd'hui, c'est vrai, avec la science et la technique, on peut aller beaucoup plus loin. Mais tôt ou tard, la nature reprendra ses droits. Donc, il y a une éducation sociale à porter aux populations et à leur apporter, afin que tous comprennent qu'il y a le sens des choses à respecter. Et au Cameroun, comme le sens est complètement renversé, l'échelle des valeurs est renversée, les projets sont pour la plupart inexistants, forcément comme une société complètement à la ruine. Donc, le problème, il est multisectoriel, mais il est surtout reposant sur l'absence de culture sociale, du sens et des formes des choses, et surtout l'absence de moyens qui poussent certains à se complaire dans une médiocrité, dans une promiscuité, dans une précarité, et les poussent à faire des choix qui, à l'issue, seront complètement destructeurs pour eux-mêmes. Je suis partagée là. J'ai plus de 200 réactions à la dénonciation et je ne peux en prendre que 3 pour faire avancer ce programme. Et je suis vraiment désolée d'avance pour les téléspectateurs parce que toute ma volonté ne va pas suffire aujourd'hui. Donc les chanceux qui passeront, vous me pardonnerez pour les autres. Hein. Bonjour au plateau Espace Miné de ce jouet, Rosalie. Cette affaire de construire dans les zones marécageuses, là, nous sommes fatigués. Le problème, c'est que la population n'écoute personne. Quand l'État essaie de faire son travail, on dit qu'il est méchant. Souvenez-vous du nom qu'on a donné à l'ancien maire de la ville, Timié Vouna. Les règles d'urbanisme sont claires pour tout le monde, personne ne les ignore. Vous voyez comment la fonction de l'ingénieur n'est plus importante au pays car tout le monde est ingénieur. Même ceux qui ont le niveau CE1. Construire dans les zones marécageuses, c'est pas le problème, c'est la construction, le type de construction et les techniques de réalisation qui font le problème. C'est Jean-Bruno Afanoyen, il est enseignant en génie civil.
qui nous écrit ce matin. Je prends vraiment au pif, hein, les chanceux seront chanceux. Blériot, je suis au sol. Votre émission s'y nous aide beaucoup, franchement. Tu étais rapide avec ton numéro là. Hein. Il faudrait redonner. Il faudrait redonner. Bon, vous avez eu la chance d'aujourd'hui. Attendez la chance de demain. Une dernière réaction, ça ne fait que rentrer. Oh là 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 là. Tout le monde n'a pas droit d'avoir une maison. La phrase pauvre, il n'y a pas la maison à louer dans les zones marécageuses. Il faut aussi nous dire, Raphaël depuis Odia, qui dit que vous dites que tout le monde n'a pas le droit d'avoir une maison. Ça, c'est les phrases des pauvres. Donc pour lui, tout le monde peut avoir une maison. Parce que même dans les zones marécageuses, on met les maisons à louer là-bas. Donc vous qui les envoyez louer. Bonjour madame et à votre riche panel pour la dénonciation. Blériot a tout dit vraiment. 100 ans de protection à lui. Il parle toujours avec la vérité en face. Oh Bernardo, c'est ton éloquence et puis ton assurance qui me retiennent encore dans ce pays. Bravo à vous. C'est Anne depuis Yaoundé. Je vais devenir jalouse. Pour l'instant, je demande une autre transition. Voilà, après cette transition publicitaire, c'est très important. J'en profite pour appeler à tous les annonceurs potentiels de nous rejoindre. Dans la grande famille Info Télévision, on fera de vos produits les meilleurs, ayant la meilleure visibilité au Cameroun et même hors de nos frontières. On a toute une équipe dévouée à la cause du service commercial, bien entendu, pour répondre à vos attentes. Venez simplement, si vous ne pouvez pas appeler, même les numéros qui s'affichent tous les programmes, vous pouvez vous déplacer. Info TV, c'est à Foulane, à la descente gendarmerie, vous ne pouvez pas rater. Et bien entendu, vous trouverez des dames et des messieurs dévoués à la cause et bien sûr qui répondront à toutes vos attentes. Une fois que je l'ai dit, on va rentrer tout de suite dans l'analyse de ce matin. On parle d'immigration clandestine. On essaie de trouver comment l'endiguer parce que le constat, lui, il est clair. Beaucoup de jeunes, je parle plus des jeunes parce qu'ils sont plus nombreux que les personnes d'un certain âge également qui immigrent. Eux, généralement, c'est choisi. Mais pour les autres, c'est l'envie parfois d'un environnement meilleur qui les pousse à emprunter soit le désert, soit les eaux, avec les conséquences que nous avons. Les autorités ont encore repêché, qu'elles soient camerounaises, tunisiennes ou autres sur le continent, ont repêché des corps dans les eaux encore ces derniers jours, 30 à gauche, 18 à droite, des personnes qui essayaient de retrouver ce qu'ils appellent l'Eldorado. De prime abord, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un bien portant, mentalement assis, à prendre une baloche, mettre sur le dos, et commencer à marcher pour quitter son pays? De prime abord, je suis très mal à l'aise parce que dans le fléau qui s'est produit la dernière fois, j'ai perdu 2 petits frères du quartier. Il y a un qui était vendeur de fruits péris au marché de Mvombi. Malheureusement, du jour au lendemain, a dû basaler tout sa marchandise pour prendre le chemin de la route. Et il y a un autre qui était coiffeur. C'est avant-hier, quand j'ai vu les photos sur Facebook, que j'ai accouru chez son frère, qui m'a dit qu'effectivement, il y a une compagne qui les a appelés de l'Italie pour les en informer d'être forts, car il est passé des vies à trépas. Donc ils étaient dans une embarcation où il y avait 36 personnes, on a pu sauver 6 et 30 se sont noyés. Et celui qui a dû interpeller la famille, au Cameroun, il était footballeur, il jouait, je crois c'était dans APGS d'un fou. Il s'entraînait avec APGS d'un fou. Donc lui, il a réussi à survivre. Non, en principe, d'après ce qu'on explique, si j'ai bien suivi, ils ont embarqué et arrivé en mer, il y a eu panne. Ils ont pris pratiquement 5 jours en mer pour attendre le secours. Donc le secours arrivé, c'était déjà pratiquement amouché. Et même quand le secours arrivé, le bateau il a pratiquement foncé à près de 80%. Donc eux, on a pu, avec les chaloupes de fortune, on a pu repêcher ce qu'on a pu repêcher. Il était parmi les 6 qu'on a repêchés. Donc c'est lui qui a sonné l'alerte pour dire que vraiment, c'est passé. Bien, et pour revenir à votre question, qu'est-ce qui motive les jeunes du jour au lendemain à prendre la route du désert? Mais il va de soi. Surtout avec beaucoup d'histoires comme celle que vous venez de raconter, qui finissent toujours tragiquement. Qu'est-ce qui peut justifier? Vous savez, il y a l'envie de réussir comme le frère ou comme le voisin du quartier. Disons l'illusion que le voisin ou l'ami ou le frère a ventilé, quoi, pour certains jeunes. Et il y a certains qui succombent liés au fait que l'extrême misère ambiante de la jeunesse. Vous savez, quand vous êtes un jeune et qu'à un certain âge, vous n'avez pas de quoi vous vêtir, vous n'avez pas de quoi vous mettre à l'aise et que vous regardez en face, vous avez des amis qui vous mijolent le bien-être social qui vient d'ailleurs. Ça vous motive un temps soit peu. Et vous regardez un peu, parfois, on est dans une famille où on est aîné de 7 enfants comme nous autres.
et que après vous avez fini les études, vous vous rendez à l'évidence que le même parent qui vous a envoyé à l'école pendant 15 ans, vous êtes incapable de l'acheter une Ivaquine quand il a mal à la tête, ou bien que vous êtes incapable de lui donner 1000 francs pour mettre la popote au feu, ça devient parfois très compliqué. Vous avez à côté des cadets que vous rendez à l'évidence que papa étant amoindri, il n'y avait que vous prendre la relève et que par la suite, malgré tout ce que vous avez, votre bonne volonté, vous êtes incapable de tenir la baguette, ça devient parfois on est meurtri dans sa chair. Si en face vous avez des camarades qui ont un peu réussi, dû au fait qu'ils ont peut-être traversé, peut-être des bonnes manières ou des mauvaises manières, ça vous révolte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme si vous n'existez pas, vous ne valez rien. Donc, et parfois, c'est ça qui encourage beaucoup de nos jeunes Camerounais à prendre la route du désert. Moi, personnellement, ça c'est un cas personnel. Je l'ai fait à 2 reprises. Et Dieu merci, j'ai pu m'en tirer. Parce que à la deuxième fois, j'ai ma grande-tante qui était venue. C'est déshabillé devant ma chambre quand on m'a rapatrié. J'ai dit que je ne sortais plus de la chambre. Elle a dit que si je ne sors pas, elle va mourir. Ça m'a permis, de prendre conscience. Bien. Non, afin de retrouver. Non, quand je suis sorti, il y a eu un lessivage du mental. C'est-à-dire que la famille, on a parlé, on a essayé. Bon, j'ai peut-être eu la chance qu'avant ça, j'avais des possibilités sur le plan des activités parallèles d'avoir un peu d'argent pour me remettre. Mais il y a certains, quand ils reviennent, ils n'ont rien. Je vous prends un exemple. En 2006, quand nous sommes rentrés, où l'État nous a pris en charge à l'aéroport de Douala. Après, pour balancer les gens dans la rue, on a 275 000. Pour un garçon, que vous 275 000, en lui disant que non, c'est une contribution à l'insertion sociale. Qu'est-ce qui fait 75 000? Ça représente quoi? Quelle activité tu vas mener avec 75 000? Les mêmes qui ont remis 75 000 2 jours après, on pris la route du Tchad. Donc, en principe, il faille que, pour contrer ces genres de fléaux, il faille que l'État travaille à la base. Parce que quand vous êtes un jeune, et que vous regardez devant, vous regardez derrière, il n'y a aucune visibilité. Et ça devient très compliqué, très compliqué. Du coup, on peut se dire, si c'est pas bon derrière, c'est pas bon devant, autant mieux se jeter vers l'inconnu. Puis, si vous avez à côté, comme je l'ai dit tantôt, un jeune frère qui est parti et qui est revenu, c'est-à-dire quand il part, il revient, vous voyez comment il change le décor familial dans lequel il vivait. À un moment donné, vous posez la question, moi, je sais donc à quoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait là? Et voilà, comme c'est ça qui révolte parfois certains qui s'arrangent. Parce que quand on parle, on dit pas, on dit pas au revoir. La plupart des jeunes que vous voyez partir là ne disent au revoir à personne. Il suffit que vous avez une connexion qui vous dit que le guide va arriver tel jour. Parce que voilà comment ça fonctionne. Vous dit que le guide va arriver tel jour. Le guide arrive, il vous dit que vous aviez combien. Il marche là, vous, c'est 200 000. Il sait quand il va vous prendre, il va vous laisser à mi-chemin. Un autre guide va vous prendre, ainsi de suite. Voilà comment ça fonctionne. Et généralement, c'est quand il y a l'hécatombe que les gens se rendent à l'évidence que mon frère était parti comme ça. Parfois, même la famille ne sait pas, on sait qu'il est parti en aventure, on ne sait pas où. Et bon, pour certains, quand ils réussissent, comme mon frère cadet, et quand il arrive à la porte de l'Espagne, qui t'appelle pour dire que grand frère, je suis entré. Est-ce que un peu, ça fait que l'atmosphère, mais la plupart des temps, quand on va, on ne dit pas au revoir. Parce que vous dites au revoir, il y a forcément des gens qui vont vous décourager. Et ces gens n'ont pas besoin qu'on les décourage. Ils ont besoin d'avoir le hemley, comme souvent certains. Et ils doivent avoir du courage pour y affronter. Parce que marcher pratiquement 60 km dans le désert, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on a besoin de tout le courage nécessaire pour partir. Voilà pourquoi, généralement, on n'en dit à personne. Quand ça réussit, tant mieux. Vous parlez des cas de ceux qui meurent en mer. Mais je peux vous dire qu'il y a des gens qu'on n'en parle pas, qui sont morts dans la forêt de Ceuta et Melilla, dévorés par des animaux, des félins, des animaux féroces. Il y a des gars qui meurent à travers le désert, qu'on enterre là, on n'en parle pas. C'est-à-dire que ça passe comme ça. Ça, c'est ceux qui on a médiatisés qui sont morts. Il y en a des milliers qui en décèdent comme ça. J'en connais des familles qui vous disent que depuis que mon frère est parti, ça fait 15 ans, on n'a pas de nouvelles de lui. Depuis 15 ans. Je reviens vers vous pour ce qu'il faut pour que vous restiez. Parce qu'apparemment, la détermination à partir, elle est plus forte, Blériot, chez nombreux de ces jeunes. C'est vrai que moi, j'aurais peur de cet inconnu-là, me mettre à marcher, vous dites 60 km, pour trouver l'Eldorado, aller m'agripper sur des grillages. Mais est-ce qu'on va se dire que l'environnement, je prends le cas du Cameroun, est aussi pollué pour qu'on ait envie de risquer sa vie de cette manière-là? Bon, avant de voir les causes, il faut déjà expliquer que les migrations sont un phénomène qui est propre à l'humanité. Depuis les temps anciens, les peuples ont migré. Hier, l'Occident qui refuse nos migrants aujourd'hui venait les prendre de force. L'histoire est vraiment tragique, vous voyez. Hier, on venait prendre les esclaves de force pour les amener et ils mouraient quelquefois dans des embarcations.
Aujourd'hui, quand ils veulent aller volontairement, on leur dit de ne pas y aller. La seule chose que l'humanité a en commun et à laquelle nous avons un égal droit, c'est la terre. Ça, c'est une leçon pour les Occidentaux. Et la forme de la terre qui est ovale montre qu'il n'y a aucune partie de la terre qui soit interdite à un homme. Voyons, dit même qu'elle tourne. Donc, le problème des migrations des peuples a commencé à se poser au moment où les Occidentaux ont estimé qu'ils devraient ériger des barrières. La problématique, avant d'atteindre l'immigration clandestine, la problématique est la suivante. L'Occident a peur de devenir nègre. C'est-à-dire que le groupe va devenir noir. La peur ne sert à rien. D'ici 30-40 ans, le monde va redevenir nègre. C'est ce qui va se produire. Que vous les acceptiez là-bas ou pas, c'est ce qui va se produire parce que le monde est à l'origine nègre, il va retourner à la négritude ou à la négroïté. Revenons donc à l'immigration clandestine parce qu'il y a une autre immigration qui, elle, n'est pas clandestine. Il y a un concept développé par un président français, l'immigration choisie, Nicolas Sarkozy, qui lui-même est un immigré. C'est-à-dire que Hongrois de souche. Voilà, donc il choisit. C'est-à-dire on prend ce qui est bon chez vous, chez nous, mais ce qu'on estime ne pas être bon, on le laisse. La réalité de l'Afrique, c'est que elle peut se passer de l'immigration. Pourquoi? L'Afrique est l'un des continents les plus massifs. Si vous prenez un avion, vous partez du Nigeria vers l'île Madagascar, vous avez un vol d'à peu près 24 heures. Donc, c'est très long. Mais pourquoi l'Afrique, donc, peut se permettre de ne pas vivre en Afrique? Les Africains se permettent de ne pas vivre en Afrique et ils transforment la Méditerranée en une sorte de cimetière. Il ne faudrait pas. Le problème en Afrique, c'est que nous disons, là je cite un penseur, Achille Mbembe, il dit que l'Afrique souffre d'une double pénalité. On ne veut pas des Africains ailleurs et les Africains donnent l'impression de ne pas vouloir d'eux-mêmes en Afrique. Pendant que les autres construisent des murs, nous devons ouvrir les frontières. L'Afrique est assez riche et assez vaste pour que les Africains se déploient en Afrique. Vous voyez ce que nos frères tunisiens ont fait récemment, qui n'honorent pas l'image de l'Afrique. C'est vrai qu'ils bloquent ceux qui veulent aller plus loin, mais même la Tunisie, le Maroc, l'Égypte sont déjà des pays qui sont très enviables. Le Nigeria tout à côté, l'Afrique du Sud. En Afrique centrale, il n'y a que le Cameroun qui accueille très facilement. Je tire souvent sur ce pays, mais en termes d'hospitalité, c'est celui qui accueille très facilement. Nous avons des pays frontaliers qui ferment les frontières aujourd'hui. L'Afrique ne peut se développer, l'Afrique ne peut endiguer le phénomène de l'immigration clandestine que si elle s'ouvre à ses propres enfants. Il faut donc pour cela que l'Afrique devienne un vaste espace de circulation. Il faut que les jeunes Africains puissent circuler en Afrique. Il y a beaucoup d'opportunités. Pendant que les jeunes veulent aller en Europe, il faut leur expliquer que tout à côté en RCA, il y a beaucoup d'opportunités. En Guinée, au Gabon, il y a beaucoup d'opportunités. Il faut ouvrir l'Afrique sur elle-même. L'Afrique centrale et toutes les autres Afriques. En Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus avancé. Vous verrez qu'il y a moins de dégâts de ce côté qu'en Afrique centrale, parce que l'Afrique centrale reste fermée. Maintenant, les politiques qui sont adressées à la jeunesse ne sont pas efficaces. Tous vos projets, vous avez trouvé un pied à quelque chose, ne sont pas bien adressés. On a mis plus de 102 milliards. Ouais. Mais on a très mal accompagné la jeunesse. Les jeunes ne comprennent pas qu'il faut changer de mentalité. La mentalité d'enrichissement soudain. Ceux qui veulent devenir comme leurs frères qui sont devenus riches, je leur dis rapidement, c'est une sorte de con chez les Bassa, les Bétis, c'est le Famla chez les Bamileke et autres. Si vous pensez aller directement devenir riche, sachez que vous prenez un risque de Famla ou de con. Vous pouvez donc très souvent mourir. Et moi, je ne vais pas pleurer ceux qui meurent en mer. Vraiment, je vous ai dit que ceux dont le dessein est d'être noyés ne se pendent pas. Donc, vous allez vous noyer en mer. Il faut leur dire ça brutalement comme ça. C'est l'un des risques que vous courez. Si vous réussissez à traverser tous les risques, à marcher sur le serpent et sur le scorpion, à fouler l'aspic et tout le reste, vous devenez donc riche. Ça veut dire que vous avez dépassé le Famla. C'est une chance pour vous. Donc, il faut savoir. Non, vous ne pouvez pas avoir un commerce de 2 millions. Vous ne parlez pas seulement des gens de 75 000. Il y en a qui ferment des commerces de 2 millions au Cameroun, vendent de tout pour partir, pour prendre la route de la... Je l'ai évoqué. Oui. Je l'ai dit que le petit qui est décédé faisait de la friperie en Vombi. Je ne comprends pas comment il a pu basarer sa marche. Ils faisaient de la friperie, mais allons même jusqu'à parler de leur capital. 2-3 millions, mon cher. Alors,
vous n'êtes pas content d'avoir des revenus de près de 300 000 le mois et vous arrangez à partir de là. Vous voyez celui qui est venu d'Europe, vous ne savez même pas ce qu'il fait là-bas en Europe. Nous savons que beaucoup de choses se font là-bas. Vous croyez qu'il vous dit ce qu'il fait, mais aujourd'hui les hommes se marient aux hommes, les femmes se marient aux femmes, les hommes se marient aux animaux. Donc vous voyez seulement le résultat final. Quand vous êtes prêt à tout, votre premier risque c'est de mourir. Vous mourrez donc dans ces conditions, la terre est encore tendre dans nos différents pays, on vous enterre. On continue avec ceux qui prennent le risque d'assumer. Cela ne dédouane pas l'État. L'État, est-ce que je devrais encore parler de l'État? L'État qui a abandonné sa jeunesse, qui a abandonné le service social minimum. Un jeune, voilà, les jeunes se battent dans les commerces. Vous voyez les bandits qu'on appelle les gars d'Awara, qui se permettent d'aller. Il y en a qui ont arraché tout le capital de beaucoup. Mais dans le désœuvrement, dans le désespoir, ils ont pris des routes qui sont des routes souvent sans lendemain. Malheureusement, l'État a une grande mission à mener là-dessus pour que la jeunesse se sente bien chez elle, pour que les Africains se sentent bien en Afrique. Bénard, c'est assez choquant quand même, hein, parce que j'ai du mal à comprendre, même si on essaie d'expliquer ce qui peut justifier qu'un jeune quitte son pays. Quelqu'un a écrit, ils vont sûrement écrire que quand on est confortable, on ne peut pas ressentir ce désespoir qui peut pousser. J'avais envie de demander justement si l'environnement où nous vivons aujourd'hui est autant désespéré pour que quelqu'un prenne... Il a abordé un cas d'ailleurs très important. Ceux qui vendent tout leur capital, la jeune dame qui a fait également beaucoup d'écho ici, chez qui je me suis coiffée à Douala, que j'ai quand même côtoyé à Douala, qui avait un très bon salon de coiffure, ça je peux témoigner. J'ai pas compris quand j'ai vu sa photo justement sur les réseaux sociaux qu'elle était allée mourir sur le désert. J'ai pas compris. Elle avait un bon salon de coiffure. Pour moi, elle était confortable. Je trouvais qu'elle était même plus à l'aise que nous autres. Qu'est-ce qui peut justifier que tu te lèves un matin, tu abandonnes? Pire, elle avait un enfant. Tu déposes l'enfant, tu dis je prends la route, je pars en aventure. Le cosmétique a ceci de particulier qu'il est de nature parfois à susciter l'émotivité. Lorsqu'on aperçoit les choses uniquement de façon apparente, on risque fort heureusement ou malheureusement de se tromper. À la réalité, je vais parler là où M. Mekete, parce que quand il parle de la négritude à terme, c'est une fatalité, c'est un déterminisme, c'est irrémédiable. Le sens de l'histoire nous renseigne suffisamment là-dessus. Mais pour rentrer dans les causes, qu'elles sont endogènes, exogènes ou parallèles à l'immigration, il faut comprendre que le premier problème de l'ère entre guillemets moderne est celui des organisations internationales ou ONG, non OI et ONG. Parce que ces instruments n'aident pas. Au quotidien, ces OI et ONG peignent de façon visible, de façon visuelle, une image de l'Afrique. D'une Afrique désacralisée, d'une Afrique martyrisée, souffrante, souffreteuse, complètement annihilée, sans espoir et donc désespérée. Cette peinture qui est faite, cette gravure qui est faite, crée dans le subconscient de l'Africain une image complètement irréelle de l'Afrique. Et même en Occident, crée en certains Occidentaux une image primitive, c'est-à-dire assez prélogique de l'Afrique. Et du coup, les Africains eux-mêmes, complètement obnubilés par ce qu'ils voient, ingurgitent ce visage-là et donc cherchent un meilleur confort en l'ailleurs. Parce que l'image qu'ils ont de leur propre réalité n'est pas vraie. Mais ce sont eux qui vivent leur réalité. Pourquoi ils doivent s'accrocher à une image qu'on leur donne qui n'est pas souvent la bonne? Parce qu'il y a une différence entre ce que vous vivez et ce qu'on vous fait croire. Et malheureusement, l'esprit est spongieux. Vous pouvez vivre une réalité et vous estimez que vous pouvez estimer que ce que vous vivez n'est pas beau. Et ce qu'on vous présente est beaucoup plus beau. Sauf que j'ai eu à le dire plusieurs fois à la télé, hein. La société occidentale est constituée de jeunes beaucoup plus drogués que ceux africains, beaucoup plus suicidaires que ceux africains, beaucoup plus violents que ceux africains. Donc, sur le parallèle éducatif, l'Afrique n'a pas forcément envie à l'Europe. Donc, une fois que l'image est créée, l'Africain se dit « je vais chercher un ailleurs meilleur ». Le second problème maintenant est celui du modèle éducatif. Aujourd'hui, l'Africain ne pense que comme l'occidental. Parce que les théories développées, parce que les enseignements dispensés, parce que même les valeurs véhiculées aujourd'hui tendent à nous rapprocher de l'Occident, à nous inféoder à l'Occident. Et forcément, chacun va vers le chez lui. Et si on est éduqué, moulé, orienté comme les Occidentaux, on a tendance à aller donc en Occident. La troisième chose, c'est que
il y a un discours qui se crée. Il y a un discours autour de la conspiration qui se crée et qui s'établit. Les Africains noirs ont l'impression que leurs gouvernants conspirent contre eux-mêmes. C'est une impression? Pas toujours. Parfois, ça semble être réel. Donc, ils réussissent à voir que ce soit plus ou moins vrai, que les gouvernants conspirent contre eux-mêmes, agissent pour les détruire, agissent pour être nuisibles et donc recherchent naturellement le meilleur confort. Le dernier point, qui est également non négligeable, c'est que l'Occident progressivement spolie l'Afrique. C'est vrai. L'Occident, parfois, pille nos richesses. C'est avéré. Et donc, là où se trouve la richesse, là également veulent aller les hommes. Et donc, beaucoup ne font que migrer vers la recherche de la richesse qui leur a été prise. Donc, aujourd'hui, pour sortir de l'immigration, il y a 3 éléments à mettre en place. Ça, c'est mon avis. Ouais. Le premier, c'est déconstruire la théorie du complot à travers les actes. Donc, le gouvernement réussit à déconstruire de l'esprit citoyen qu'il existe un complot contre vous. Et ça, c'est assez complexe parce que ce qu'on semble voir semble nous démontrer le contraire. Le deuxième problème, c'est la réduction des inégalités. Je dis pas la suppression parce que la nature elle est inégale. Il y en a qui sont plus grands, plus petits, plus beaux, moins beaux. Donc, l'inégalité est naturelle. Ouais. Mais celles sociales peuvent être relativisées, pas endiguées, pas noyées. Donc, réduire les inégalités. Et la troisième, construire un modèle éducatif et un tissu social sur un paradigme essentiellement africain. Voilà pourquoi je loue le retour à l'africanité qui est fait, même si aujourd'hui il est inféodé, il est pénétré et il se désoriente. Donc voilà ce que moi je peux dire sur la question. Monsieur Lipo, vous avez décidé, je suppose avec d'autres qui ont essayé également de sortir de ce pays, de vous mettre pour travailler aux côtés des rapatriés et autres. Vous avez l'impression qu'il y a une vraie politique qui existe aujourd'hui pour stimuler ces jeunes-là et leur ôter l'envie d'aller risquer leur existence sur ces parcours très dangereux? D'emblée, je vais dire non. C'est vrai qu'il y a quelques actions qui sont posées depuis un certain temps, parce que depuis 2017, il faut dire que l'OIM Cameroun a pu ramener 6 000 Camerounais. Parmi ces 6 000, il y a au moins 4 000 qui sont déjà réintégrés. Il faut dire que c'est seulement la zone Europe centrale, donc le corridor Europe, en passant par l'Afrique de l'Ouest et du Nord. On ne connaît pas ce qui se passe en Afrique de l'Est, de l'Ouest et aux Amériques, sans compter l'Asie également. Donc, vous voyez que c'est des millions de Camerounais qui sont éparpillés comme ça dans le monde. Alors, ce qui m'intéresse ici, quand j'écoute tout le monde, je crois qu'on est tout à fait d'accord sur un aspect qu'il va falloir qu'on travaille. C'est l'éducation. C'est l'éducation. C'est pour cette raison que nous avons créé l'association des rapatriés et des luttes contre l'immigration clandestine Cameroun AREC, qui est ONG, je l'ai dit au tout début, depuis le 5 septembre 2022, dont nos objectifs sont essentiellement la sensibilisation sur les risques et les dangers des migrations irrégulières, la traite des personnes, l'éducation à la migration et la réintégration durable. Donc, on n'a pas jusqu'ici, en Afrique du Sud du Sahara, dans tous ces pays-là, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun, il faut qu'on soit d'accord, on n'a pas de véritable politique d'éducation à la migration. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et nous continuons à consommer... Vous voulez qu'on apprenne aux gens à savoir comment partir? Tout à fait. Et apprendre même aux jeunes, en tout cas à tout le monde, qu'est-ce que c'est que la migration? La migration, en fait, M. Yemekla dit, et Basson également, c'est un droit fondamental. Mais il se trouve aujourd'hui que c'est la manière dont cette migration se passe qui crée des problèmes. Il se trouve qu'il y a certaines personnes dans le monde qui ont le droit d'aller où ils veulent, où elles veulent, ces personnes-là, et d'autres ont des espaces limités ou presque pas. C'est là le nœud du problème. C'est pour cette raison justement que nous, au niveau de l'AREC, on a par exemple, j'ai commis cet ouvrage de Yaoundé Amélia, Cahier de mon aventure, qui retrace ce parcours avec tout ce qu'on a vécu au désert, en mer. C'est au-delà de ce que vous voyez à la télévision. Il y a des choses parfois qu'on ne montre pas. J'imagine bien la réalité. Donc, quand vous lisez cet ouvrage, vous devenez tout de suite un migrant irrégulier complet, mais qui n'est jamais sorti de sa chambre. Il faudrait justement que ceux qui nous dirigent
essaie de mettre sur pied ce genre de politique pour que dès l'école, peut-être 6e ou cours moyen 2, qu'on commence à faire comprendre aux enfants que partir à l'étranger, c'est une bonne chose, c'est un droit fondamental. Mais il faut partir de telle manière. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, partir même pour en faire quoi? Il faut aussi, parce que au départ, quand on part parce qu'il faut partir. Moi, j'en suis un exemple. Je suis parti parce que mes amis à l'époque vivaient en Afrique du Nord. Ils vous disent tout simplement que venez, c'est bon, sans aucune autre explication. En cours de route, vous commencez à vivre la merde. Vous payez 100 000 francs sur 20 km. On vous oblige même, on vous arrache même tout ce que vous aviez. Si vous insistez, on vous tue devant tout le monde. Les femmes sont simplement des esclaves sexuels. On les couche devant vous. On ne vous demande pas. Donc, tout ça. Et même les hommes, quelquefois. Oui, et même les hommes, quelquefois. Il faut essayer. Oui, ça c'est clair. Je suis très content d'avoir un compatriote qui a également apparemment fait cette route. Les hommes ont honte de dire que ça leur arrive aussi. Oui, ça arrive. C'est vrai que moi, particulièrement, ça m'est pas arrivé. Personne qui a eu ça ne va dire que moi, ça m'est arrivé. Disons, c'est pas le débat. On tire vers la fin. Il faudrait donc mettre sur pied ce genre de programme pour amener les gens à comprendre qu'est-ce que c'est. Moi, dans les universités, par exemple, on a mené les activités. On s'est rendu compte que les étudiants, même niveau 3, c'est surprenant qu'ils ne savent même pas combien de types de passeports on a au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut pour aller dans un pays étranger? Les gens ne savent pas, mais ils savent simplement que quand vous avez l'argent, vous allez partir. Ce qui est absolument faux. Donc, il faut qu'on mette sur pied vraiment des politiques d'éducation à la migration. Il y a un pays qu'on appelle l'Éthiopie qui m'intéresse. J'ai vu un élément où, depuis l'école, la maternelle, on apprend aux enfants que vous avez une grande compagnie aérienne. Si vous êtes meilleur, vous allez travailler à Ethiopian, qui est l'une des meilleures compagnies au monde, pour devenir pilote, si. Ça, c'est un exemple. Travailler mentalement. Voilà, qu'on peut amener les citoyens à les construire. Et ça, M. Yemerla a également soulevé un tout petit peu. On parlait trop de migration, mais on ne parle pas beaucoup de l'argent qu'on met pour migrer. Moi, j'ai fait 1 million. Et je vous jure que si j'ai 1 million aujourd'hui, je peux faire beaucoup de choses. Mais j'ai connu également ceux qui avaient 2, 3, 4, 5 millions. Ils ont pris la route, ils ne sont jamais arrivés. Ceux qui sont chanceux sont encore en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, dans la rue. Ceux qui n'ont pas, certains sont devenus fous, vous le savez très bien. Ils ne peuvent même plus jamais rentrer ici. Et les familles continuent à attendre. Il faut aussi relever cet aspect où les parents, assez souvent, mettent des enfants sous pression. Non, l'enfant du voisin est là, il n'était rien, il est rentré avec toi, tu es feignant, Vous savez ce qu'ils font? Au Maroc, en Algérie, on a vécu ce cas il y a quelques années où la Femania avait ses beaux jours encore au Cameroun, où 94. Les gars partaient et ils se passaient pour des fabricants d'argent, entre guillemets, permettez-moi l'expression. Mais il y en a aussi ceux dont nous on a enterrés au désert, qui sont partis chez les gens, disent qu'on fabrique l'argent, ils n'ont pas pu fabriquer, et puis on les a décapités avec les couteaux comme ça, comme des animaux. On a enterré au désert. Souvent, on n'a pas... Moi, personnellement, je n'ai jamais eu beaucoup de courage pour en parler vivement, parce que je connais certaines personnes. Mais je n'en parle pas beaucoup. Donc, en fait, c'est tout cela que nous essayons de compiler dans cet ouvrage pour que la migration cesse d'être quelque chose de tabou. Mais qu'on en parle vivement, et que ceux qui nous dirigent vraiment mettent sur pied des grandes campagnes de sensibilisation à grande échelle, au même titre que le Covid, que le paludisme, que le sida, pour que la majorité des personnes puissent suffisamment être informées, pour que justement vous décidez de migrer utilement. L'immigration choisie. Voilà. Ou tout au moins, si vous décidez justement de prendre cette route de cette manière, que vous sachiez tout au moins que en prenant cette route, vous ferez face à telle situation de manière précise. Ça, il n'y a pas de décision à se faire. Si donc, je vous donne 1 minute, qu'est-ce que vous en faites? Bon, là, j'aimerais plus sensibiliser les jeunes, de croire en eux, et de croire que l'Eldorado peut se trouver chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin de prendre la mer ou de prendre la forêt ou le désert pour aller chercher l'Eldorado. Et que celui qui vient vous mijoter les milliards qu'il a ramassés en route n'est pas forcément vrai. Donc, quand vous avez vos diplômes, si vous estimez que vous n'avez pas eu la chance d'être dans la fonction publique, il y a que la fonction publique n'est pas employer tout le monde. Donc, mettez-vous à votre propre compte, comme moi je le fais.
battez-vous. Je pense que petit à petit, ça va peut-être traîner, mais tout petit à petit, ça va arriver. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut jouer avec 30 secondes, 1 minute parce Je que chante. le temps n'est pas... D'accord, chante. Mes amis, l'Europe c'est pas le paradis. Les Benguetters vous font rêver, mais ils disent pas la vérité. Surtout quand ils viennent en congé chez nous. Ah, vous voulez aussi 30 secondes? Oui. Que pour dire? Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des opportunités dans ce pays. Il n'y a aucune raison qu'un pays qui a une jeunesse très nombreuse, voilà, qu'on attende à manger du riz qui vient de la Chine, de Taïwan et partout. Ouais. Nous, on a créé la plantation du migrant dans l'arrondissement de Boudmakak, le village Nkokloum. Nous avons déjà mis sur pied, au sol, je vais dire, 8000 pieds de cacao. À terme, c'est 15 000 pieds. Et on va montrer au monde entier qu'on peut rentrer au Cameroun et se battre chez et se battre, devenir un agriculteur de choix et pouvoir, n'est-ce pas, gagner sa vie. Un jour, si on veut partir, on partira pour aller voir. Chez les autres. Basson l'a dit, ça nous le savions, l'Afrique est l'avenir du monde. C'est ici où tout va se passer dans quelques années. Et on sera sur place pour voir comment ça se passe. Si elle te refuse la parole, qu'est-ce que tu fais? Ça me dérange. D'accord, merci beaucoup pour qu'on puisse respecter le temps imparti à cette émission. Merci à vous 4. On sera avec vous 2 demain avec le même plaisir. Merci à vous 2 d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que se remettre après, c'est pas facile. Merci Vincent. Merci à mon bébé Célestin Tomo. Merci à Jacques Bitiébia, mon réalisateur 8.0. Respect, monsieur Dieudonné Va. Nos programmes se poursuivent très alléchants. Moi, je vous retrouve à 17h dans le cadre du Grand Soir. Bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.